Donc, nous sommes sur la deuxième séquence. Le marché européen est-il la réponse adéquate pour répondre aux enjeux? Comme vous le savez, comme dans l'ensemble des services publics, l'Union européenne a souhaité la libéralisation des différents marchés, notamment celui de l'énergie, depuis les années 90. Donc, comme dans la plupart des services publics, il y a une forme de difficulté à mettre la concurrence dans ces secteurs. Donc, sur la question de l'énergie, on l'a dit, c'est déjà un bien commun essentiel, nécessaire dans tous les domaines de la vie des individus, mais aussi du développement d'une société et de son économie, qui présente des caractéristiques et des contraintes physiques spécifiques, notamment donc, la question du stockage, la question de l'équilibre permanent du réseau, et des infrastructures essentielles que sont la manière des monopoles naturels avec les infrastructures de réseau qu'on ne peut pas démultiplier. Donc, pour pouvoir mettre en place cette concurrence, il a fallu transformer le système de formation des prix, sur lequel on revient beaucoup, qui est beaucoup discuté en ce moment, et puis aussi éclater l'ancien système d'intégration verticale qui pouvait exister. Après 20 ans d'ouverture à la concurrence et de libéralisation du secteur, des bilans commencent à être établis. Les objectifs escomptés n'ont pas été atteints. On parle de l'augmentation des prix alors qu'ils étaient censés diminuer, leur volatilité qui pose des problèmes en termes d'investissement, en termes d'augmentation de la précarité énergétique, en termes aussi de compétitivité des coûts de production en Europe. Les questions aussi de financiarisation accrue, qui pose des problèmes de déstructuration du secteur et de désorganisation. L'échec du marché pour le développement des énergies renouvelables, ou même l'ARENH qui monte, donc on en a parlé tout à l'heure, l'accès régulé à l'énergie nucléaire historique, qui montre quand même la difficulté, quelque chose qui est surprenant en matière de concurrence, vu qu'on demande à une entreprise qui bénéficie d'un avantage compétitif de le redistribuer par avance à ses concurrents. Donc, il y a une opinion majoritaire qui semble se développer comme quoi il faudrait réformer le système. Il y a d'ailleurs une réforme en cours au niveau de l'Union européenne dont on a commencé à connaître les prémices en début de semaine. Mais il reste un débat entre la question de savoir s'il faut sortir complètement la question de l'énergie du marché ou si une réforme du marché serait suffisante pour répondre donc aux enjeux nombreux, qu'il s'agisse des besoins fondamentaux et de la nécessité aussi de décarboner notre énergie et de répondre aux enjeux climatiques. Donc, avec moi, je vais vous présenter au fur et à mesure, ça sera plus simple, et puis je vais arrêter mon monologue. Est-ce que l'énergie peut être considérée comme une marchandise comme les autres, ou même comme une marchandise tout court? Est-ce qu'au regard des besoins, il est légitime le marché peut arriver à répondre aux différents enjeux? Est-ce que c'est normal de le laisser arbitrer certains choix essentiels? Est-ce qu'il est compatible avec des visions stratégiques et de long terme ou de planification? Et est-ce qu'il peut vraiment nous… Parce que là, on pose la question bien commun de l'humanité avec un point d'interrogation. Ce matin, on a vu que pour le moment, c'était plutôt ce qui devrait être, que l'énergie devienne un bien commun de l'humanité. Et est-ce que c'est possible de concrétiser cette question avec cet enjeu, ce bien commun, avec la logique du marché? Voilà un certain nombre de questions auxquelles on va essayer de répondre. Donc, je vous propose de commencer par Mathieu Ozano, qui est directeur exécutif de Shift Project. Le projet, donc, c'est un think tank d'intérêt général qui a été créé en 2010 à l'initiative d'un groupe d'experts. Cette association œuvre en faveur donc d'une économie libérée de la contrainte carbone, notamment en éclairant et influençant le débat sur la transition énergétique. Donc, vous avez notamment écrit Or Noir, la grande histoire du pétrole, qui a été publié en 2015 et qui a été traduit aux États-Unis en 2018, et coécrit avec Hortense Ozano, Pétrole, le déclin est proche, publié aux éditions du Seuil avec Reporter en 2021. Et vous tenez aussi un blog sur le site du Monde, Oilmen, chronique du début de la fin du pétrole. Et donc, vous allez essayer de nous présenter un peu les enjeux globaux d'une production d'énergie décarbonée à l'échelle européenne et la question de savoir si les logiques du marché peuvent permettre d'atteindre cet objectif. Pour répondre à cette question très simple, je précise que ma co-autrice n'est pas, je ne suis pas apparenté à elle, c'est Hortense Chauvin, la personne. Bon, vous avez dit Hortense Ozano, aucun problème. On n'a pas écrit ça en famille.
Donc moi, je dirige essentiellement, mon activité, c'est de diriger un groupe de réflexion qui s'appelle le Projet du Changement, le Shift Project en bon français, et qui tâche de documenter on va dire, une méthode thérapeutique qui permettrait de nous passer des énergies fossiles qui génèrent, qui sont responsables d'un certain nombre de pathologies graves, qui suffisamment graves pour qu'on se dise que ces énergies fossiles qui font qu'on est là, qu'on est arrivé au niveau de développement qu'on connaît aujourd'hui et d'abondance inouïe en termes d'énergie, eh bien, il faut se donner une génération et pas une de plus pour s'en passer. Comment est-ce que cette question de l'urgence vitale de la sortie des énergies fossiles se connecte pour moi, pour nous au Shift Project, avec la question de la bonne manière d'utiliser quel cadre réglementaire, quel cadre conventionnel, contractuel on se donne dans nos sociétés pour utiliser le mieux possible l'énergie, sachant que cette énergie, la nature de cette énergie, mobilisée pour faire fonctionner nos grands systèmes techniques qui font qu'on fait société et qu'on fait démocratie, doivent être changés du tout au tout d'ici une génération, au cours de la génération présente. Je rappelle, les énergies fossiles, c'est 80% de l'ensemble des sources d'énergie qui sont mobilisées pour faire fonctionner dans son entièreté le grand organisme complexe que sont nos sociétés. 80% de ce qui circule dans ce réseau sanguin. Je pense qu'on peut faire l'analogie avec le réseau, avec le sang. Enfin, finalement, l'énergie, c'est ce qui permet au corps en l'occurrence au corps social, de mobiliser les moyens énergétiques et les nutriments qui lui permettent de fonctionner. Donc finalement, changer 80% du contenu du flux sanguin, c'est réussir une opération à cœur ouvert d'urgence. Et la question est de savoir quelle est la bonne manière de s'y prendre, quelle est la bonne manière de gouverner ce changement. Alors d'où est-ce qu'on part? On part d'un principe qui est largement battu en brèche aujourd'hui par les circonstances, mais il y a peut-être quelque chose derrière ces circonstances. Ce principe, c'était que si on veut fournir en abondance de l'énergie à notre grand organisme complexe qu'est la société technique, eh bien, les règles de concurrence et les règles de marché sont le meilleur moyen d'allouer des ressources abondantes et au meilleur prix. Aujourd'hui, on est dans une situation, l'Europe, l'Union même européenne, est dans une situation de crise intéressante à décortiquer. On a parié beaucoup sur le gaz naturel pour faire cette transition. On a considéré, peut-être un peu complaisamment, que le gaz naturel était un moindre mal. Donc le gaz naturel, c'est le petit frère du pétrole, c'est la même chose, hein, c'est simplement la forme gazeuse des hydrocarbures. Et on s'est dit, bon, ce truc-là, c'est bien commode pour diverses raisons techniques, et en plus, c'est pas cher. Donc, le marché prouve que c'est bien, notamment sur ces sources d'énergie, qu'on peut compter en transition. On a parlé d'une énergie de transition. Bon. Cette énergie était peu chère. Et puis d'un coup, elle est devenue, en tout cas aujourd'hui, chère, voire périodiquement extrêmement, ridiculement chère. Qu'est-ce qui se passe? C'est là pour moi où le symptôme marché se connecte à la situation concrète, physique, technique, dans laquelle l'Europe en particulier s'est placée. Si on rembobine le fil des événements depuis un an, j'entends pas mal de commentateurs dire bah oui, l'énergie chère, en particulier le gaz cher, bah, c'est Poutine, bien sûr. Ce sont les turpitudes de M. Poutine. En fait, si on regarde le film un peu plus attentivement, la crise énergétique dans laquelle on est rentré, la crise gazière puis électrique et énergétique dans laquelle on est rentré, n'a pas commencé en février 2022, elle a commencé en réalité au sortir de la crise du Covid, disons au cours de l'été 2021, où sont apparues des tensions vives d'approvisionnement en gaz naturel, qui ont créé une situation dès octobre 2021 avec des prix sur le marché du gaz qu'on n'avait jamais vus. Bon. En sous-jacent de ça, pour moi, se joue, disons,
la situation concrète qui fait que sans doute peut-être les mécanismes du marché tels qu'on les a mis en place ne sont pas adéquats pour permettre à nos sociétés d'être alimentées en abondance des moyens d'énergie qui sont nécessaires pour faire fonctionner la société. Je disais, les tensions sur les prix du gaz ont commencé à l'été 2021, au sortir de la crise du Covid, lorsque les deux groupes d'économies mondiales qui sont structurellement importatrices et massivement se sont remises à fonctionner, ont tenté de se remettre à fonctionner correctement. Donc les deux grandes zones qui importent massivement le gaz naturel aujourd'hui dans le monde, c'est l'Union européenne et la Chine. Bon. À peu près à égalité en termes de besoins d'importation. Bon. Il se trouve que l'Europe connaît une situation de déplétion, d'épuisement, de déclin de sa production domestique, l'Europe de l'Ouest, avec la mer du Nord. La mer du Nord est un cas d'école d'un épuisement, du tarissement d'une source d'hydrocarbures abondante. Pour mémoire, la mer du Nord, ça s'est développé à la fin des années 70, au sortir des chocs pétroliers. Et puis, la production de pétrole puis de gaz est passée par un maximum au début des années 2000. Et depuis, de façon extrêmement triviale, il n'y a pas de question de sécurité des contrats, d'accès à la technique, de guerre. Ça s'épuise. Parce que plus vite vous videz un verre d'eau, plus vite il se retrouve vidé. Voilà. C'est en ignorant une lapalissade comme ça qu'on s'est dit qu'il était raisonnable de faire confiance au signal prix du marché qui nous disait à date, le gaz naturel n'est pas cher. Donc, ignorons complètement, ne serait-ce que cet élément qui est un peu basique en fait, dans les cours d'économie. Hein. Vous avez votre production domestique qui décline et votre consommation qui est appelée à croître. Je répète, votre production domestique décline, votre consommation est appelée à croître, ne serait-ce que parce qu'on a considéré que le gaz naturel était nécessaire dans la transition. Comment voulez-vous que cette histoire se termine bien? Le Shift a publié une analyse que je vous invite à aller regarder, qu'on a fait sous l'égide du ministère des Armées, sur la sécurité des approvisionnements gaziers à long terme de l'Union européenne. Et dans ce travail-là, j'émets l'hypothèse que finalement, peut-être M. Poutine a saisi une fenêtre d'opportunité dans sa tactique de pression maximale sur l'Union européenne, parce que les tensions sur ce marché-là étaient déjà présentes. Voilà. Tout ça pour dire, si je résume, qu'il faut regarder, avant de regarder la dimension économique, il faut regarder la dimension physique et technique du problème posé. Le problème de la transition énergétique peut être en superstructure un problème idéologique, un problème moral peut-être, je ne sais pas, un problème politique en tout cas à tout sûr, et un problème d'économie politique. Mais en deçà de ça, cette question de savoir réussir l'opération à cœur ouvert, changer le contenu du flux sanguin de la société d'ici une génération, est d'abord et avant tout une question physique, puis technique, puis une question d'économie politique, et éventuellement une question idéologique ou morale. Mais il faut considérer l'intégrale de ça, et le fondement de la question est une dimension technique. Se dire que tout va bien se passer en faisant strictement confiance au signal prix du marché, en ayant une production qui s'épuise et une demande qui est appelée à croître, c'est se fourvoyer. Voilà. Merci beaucoup. Je suis désolée de vous presser, mais vous êtes la table ronde la plus nombreuse. Maintenant, je vais donner la parole à Jacques, merci beaucoup, à Jacques Percebois, donc économiste, professeur émérite de sciences économiques à la faculté d'économie de l'Université de Montpellier 1. Vous avez créé et dirigé le Centre de recherche en économie et droit de l'énergie. Vous êtes reconnu comme un expert incontournable sur les questions de l'énergie, avez écrit de nombreux articles scientifiques comme de nombreux ouvrages. Donc, je ne savais pas lesquels citer, mais je pense que le manuel de référence coécrit avec Jean-Pierre, je ne sais pas comment on prononce, Hansen, qui est publié aux éditions de Brock, Énergie, économie et politique. C'est la 3e édition 2019, la 4e va arriver, ça. Et vous avez aussi dirigé l'ouvrage collectif L'économie de l'énergie nucléaire, qui a été publié en 2 tomes en 2022. Et puis quand même, l'énergie racontée à travers quelques destins tragiques, publié aux éditions Campus Ouvert en 2021. Qui est une manière originale d'aborder les évolutions des technologies énergétiques depuis le XVIIe siècle, en prenant comme point de départ le rôle joué par quelques personnages illustres ou méconnus. Vous allez essayer de nous expliquer un petit peu le processus de libéralisation et comment fonctionne un peu la concurrence et la formation des prix, et aussi votre point de vue sur ça.
Bien, bonjour à tous, merci beaucoup. Alors, j'ai quelques slides, pas nombreux, j'en ai 4, si on peut les mettre. Alors, je vais me centrer, moi, sur l'électricité. Alors, premier point, rappeler que l'électricité, ce n'est pas l'énergie, c'est seulement 25% de l'énergie finale consommée. La première énergie finale qu'on consomme, ce sont les produits pétroliers, hein, qui est plus de 40%. L'électricité, c'est 25%, le gaz, c'est un petit 20%. Hein. Donc, il faut savoir qu'il ne faut pas tout ramener à l'électricité. La deuxième observation, c'est que l'électricité, c'est à la fois, je dirais, une marchandise et un service public. Ça a surtout été un service public au début, après la loi de nationalisation de 1946, et ça a eu tendance à prendre la notion de marchandise au fil du temps. Et avec la libéralisation au début des années 2000, c'est devenu très largement une marchandise. La troisième observation importante, c'est que l'électricité ne se stocke pas à grande échelle dans des conditions économiques. Et ça va être déterminant pour expliquer la volatilité des prix de l'électricité. Alors, au début, quand on a nationalisé les 1600 entreprises d'électricité qui existaient avant la Deuxième Guerre mondiale, on a créé un établissement public qui s'appelait EDF. Il faut savoir que EDF avait mis en place 2 principes, celui de la péréquation spatiale des tarifs et celui de la péréquation temporelle des tarifs, c'est-à-dire qu'en une moyenne des prix pour le consommateur. À la fois dans l'espace, il n'y a pas de raison que les gens dans l'espace rural soient défavorisés par rapport aux autres, et aussi dans le temps, c'est-à-dire que le prix de l'électricité est à peu près le même tout le temps. Simplement, on a commencé à différencier le prix de l'électricité aux heures de pointe parce que ça coûtait plus cher à produire aux heures de pointe. Donc, il fallait envoyer un signal en disant, comme ça coûte cher aux heures de pointe, puisqu'il faut des centrales à gaz ou des centrales au fioul qui coûtent relativement cher à ce moment-là, on fera payer un peu plus cher les consommateurs professionnels. C'est ce qu'on a appelé la dépéréquation temporelle. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'avec la libéralisation, le côté dépéréquation l'a emporté. C'est devenu une marchandise presque comme une autre, avec toujours cette notion de service public quand même en arrière-plan, notamment pour le consommateur domestique, mais c'est devenu une marchandise qu'on échange sur un marché. Ce marché, c'est un marché de gros. Alors, point important, le prix sur le marché de gros, ce n'est qu'un tiers du prix total payé par le consommateur, parce que vous avez le coût des réseaux qui est régulé et vous avez les taxes. Hein. Donc, c'est un tiers en moyenne. Aujourd'hui, c'est un gros tiers parce que les prix du marché de gros ont fortement monté. Donc, on a créé un marché de gros avec un prix toutes les heures. Donc, un prix, il y a 24 heures dans la journée et 8760 heures dans l'année, donc il y a 8760 prix. Et ce prix va dépendre de la loi de l'offre et de la demande. Et on va faire un prix de marché qui est fondé sur ce qu'on appelle le coût marginal. Sur le principe, ça s'explique sur un marché. Quand vous avez un parc de centrales, la logique veut que vous commenciez à appeler les centrales qui, en coût de fonctionnement, coûtent le moins cher. Alors, quelles sont les centrales qui coûtent très peu à faire fonctionner? Celles pour lesquelles les coûts de fonctionnement, essentiellement le coût du combustible, est zéro. C'est-à-dire les centrales solaires, les centrales éoliennes. Puis vous appelez les centrales nucléaires, le coût de fonctionnement, le combustible, l'uranium, c'est 5% du prix de revient du kilowattheure nucléaire. Hein. Bon. Ensuite, vous appelez les centrales au charbon ou les centrales à gaz. Donc, le prix va être déterminé par la centrale fossile. Et pour les centrales fossiles, ce qui coûte cher, ce n'est pas le coût de l'investissement, c'est le coût du combustible. Donc, le prix de l'électricité sur le marché va être calé sur le coût du combustible le plus cher. Et comme l'a expliqué tout à l'heure Mathieu, le prix du gaz a commencé à monter en juillet 2021, il s'est envolé en mars 2022, et par conséquent, le prix de l'électricité a suivi. Alors on dit il est indexé, il n'est pas indexé, il est corrélé. Simplement, un mégawattheure, pour faire simple, un mégawattheure d'électricité, pour le produire avec une centrale à gaz, il faut 2 mégawattheures de gaz. Le prix du gaz a atteint en août 2022 345 € par mégawattheure de gaz. Si vous multipliez par 2, ça fait 700, plus le coût du carbone, vous êtes à 750 € par mégawattheure d'électricité. C'est tout à fait logique. On a même eu des pics à 1 000 €. Par conséquent, les prix de gros se sont envolés. Alors, il y a eu en plus un peu de spéculation qui fait que le prix proposé sur le marché était supérieur au coût marginal. Donc, c'est ça la logique du coût marginal. Ce graphique l'explique. Si vous voulez, on était sur le graphique de gauche et d'un seul coup, on va passer à droite. Alors, la logique des enchères, ce sont des enchères à prix limite. C'est-à-dire que le prix va être calé sur 750 € le mégawattheure pour que la centrale à gaz récupère son coût de fonctionnement. Mais évidemment, toutes les autres centrales dites inframarginales vont récupérer le même prix puisque ce sont des enchères à prix limite. Donc, vous avez des rentes qu'on appelle rentes inframarginales qui sont colossales, qui sont considérables. Donc,
ça a été ça le problème, en disant cette logique du marché est absurde avec cette logique de caler le prix sur le coût marginal de la dernière centrale appelée. C'est la logique du marché, parce que si vous ne payez pas 750 € à la centrale à gaz, le propriétaire de la centrale à gaz ne va pas déclarer disponible et par conséquent, vous allez avoir un manque de capacité. Alors, quelles ont été les solutions? Je vais rapidement. Les solutions proposées par les Européens. Alors, vous allez voir qu'il y en a une qui vient d'être retenue par la Commission européenne il y a 2 jours. Le 14, elle a fait connaître sa position. Donc, la première solution, il n'y a qu'à changer les enchères. Au lieu de faire des enchères à prix limite, il faut que chacun reçoive le prix qu'il a demandé. C'est très bien sur le papier, mais ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne si vous êtes en surcapacité, mais ça ne fonctionne pas si vous êtes en sous-capacité, s'il y a des tensions. Parce que moi, je ne vais pas proposer ma centrale à 20 € le mégawattheure si je sais que mon voisin, il va gagner 200. Je sais qu'on va être obligé d'aller vers 200, donc je vais proposer 180 ou 200. Donc, ce système de ce qu'on appelle les enchères à prix demandé, pay as bid pour les Anglais, ça ne fonctionne pas en situation tendue. Deuxième système, faire la moyenne des coûts marginaux. Ça permet de réduire la rente inframarginale. Bon, j'ai fait un papier là-dessus qui montre qu'en effet, ça peut marcher à condition d'avoir pas mal de centrales avec beaucoup de coûts fixes. La troisième solution, c'est la solution qu'ont proposée les Grecs, ce qu'on appelle parfois le marché dual. C'est-à-dire, vous n'avez qu'à différencier les centrales à forte proportion de coûts fixes, comme les renouvelables et le nucléaire, et là, on fait une tarification sur la base du coût moyen, et puis pour les centrales fossiles qui fonctionnent avec du charbon et du gaz, on maintient le principe des coûts marginaux. Bon, là aussi, sur le papier, sur le plan académique, c'est très joli, mais dans la pratique, c'est très compliqué et ça ne fonctionne pas vraiment. Bon, alors, ça a été évoqué. La quatrième solution, c'est de dire on va taxer les rentes inframarginales. C'est la solution vers laquelle allait la Commission européenne. On disait au-delà de 180 €, je prends tout. Bon, c'est ce qu'elle avait en tête. Pour l'instant, ce n'est pas entré en fonctionnement. Alors, en fait, elle a changé d'avis. La cinquième option, c'est celle qui va être retenue, c'est de mettre en place un système de contrat pour différence. En disant, alors la Commission européenne a accepté au fond un peu de faire des concessions parce que jusqu'à maintenant, elle ne voulait pas entendre parler de contrat à long terme. Elle disait, il faut faire confiance au marché. Alors pour sauver le marché, il faut accepter quand même des concessions. Alors quelle est la concession ? Écoutez, il faut qu'au niveau de chaque État, on se mette d'accord pour dire qu'il y a un prix de référence à ne pas dépasser. Donc vous vendez au prix du marché, on sauve le marché. Donc le marché de gros, il reste avec un prix toutes les heures. Mais si le prix sur le marché gros est excessif par rapport au prix qui a été, je dirais, envisagé, à ce moment-là, l'État prélève la rente et il pourra éventuellement l'utiliser si le prix du marché de gros n'est pas suffisant pour arriver au prix qui a été négocié. Donc finalement, c'est un système, si vous voulez, où on prélève la rente à certains moments pour la redistribuer à d'autres. Alors ce système a un inconvénient, c'est que si le prix du marché de gros est systématiquement trop bas par rapport au prix de référence, ça veut dire qu'il y a des subventions publiques permanentes. À l'inverse, si le prix de marché est très rémunérateur, le risque, c'est ce qui s'est passé pour certains contrats de renouvelables, où celui qui a un contrat de ce type, il dit « moi, je ne joue plus, parce que je pourrais gagner 400 sur le marché, on m'a calé en quelque sorte, on m'a capé à 200, moi, je ne fonctionne pas, je sors du contrat ». Il y en a beaucoup qui ont dénoncé les contrats, ils ont payé une amende parce qu'ils ont dénoncé le contrat, mais l'amende n'a rien à voir avec le prix qu'ils ont gagné sur le marché de gros. Alors, il y a une sixième solution, c'est l'acheteur unique. Cette solution, moi, me semble intéressante et c'est la solution que la France avait proposée d'ailleurs au début de l'ouverture à la concurrence en disant on va faire un peu de concurrence parmi les producteurs, c'est-à-dire qu'on va avoir un acheteur central, sous-entendu c'est EDF, à l'époque on a proposé que ce soit EDF, qui met en compétition les différents producteurs et puis on garde les meilleurs et on signe des contrats à long terme. Ça permettra d'avoir des prix qui sont relativement stables sur le long terme. C'est le principe de l'acheteur unique. La Commission européenne n'en veut pas parce que ça remet en cause le principe des directives. Alors la dernière solution, c'est la 7e que certains souhaitent, c'est revenir à l'ancien système. Il y a revenir au monopole public intégré. Bon, celle-ci, évidemment, elle n'est pas compatible dans l'état actuel des choses avec le droit européen et politiquement, à mon avis, elle est très difficile à mettre en place. Mais alors, elle est défendue par un certain nombre d'auteurs. Alors, je donne juste le système des contrats pour différence, c'est le petit schéma qui est là. Alors, regardez surtout celui du bas. Alors, celui du bas, c'est facile, vous avez un prix de référence
Si le prix du marché est au-dessus, l'État pompe la différence. Si le prix du marché est en dessous, l'État verse la différence. Donc, vous avez la possibilité d'avoir des contrats qui sont des contrats à long terme et qui permettent d'avoir un prix plus stable pour le consommateur final. Alors, la Commission européenne, dans son dernier rapport, je vous dis qui est paru le 14 mars, dit les États pourront mettre en place ce système. Mais alors, elle est très prudente. Elle dit peuvent mettre en place. Alors, elle n'a pas dit que c'est obligatoire, hein. C'est même largement facultatif. Alors, la question, c'est qu'est-ce que va faire la France? Est-ce que la France va dire je rends ce système de contrat obligatoire, par exemple, pour le nucléaire et pour les renouvelables? L'avantage, si on le rendait obligatoire pour le nucléaire, c'est que ça règle du même coup le problème de l'Arenh. Parce qu'au lieu d'avoir un Arenh, l'accès régulé à l'énergie nucléaire historique est à 42 € le mégawattheure depuis le 1er janvier 2012, exceptionnellement, il y a eu 20 TWh supplémentaires à 46. On aurait, si vous voulez, un moyen, en quelque sorte, de rémunérer correctement le nucléaire historique qu'EDF brade en ce moment à un prix qui est très en dessous, évidemment, non seulement en dessous du prix de marché, mais même en dessous des coûts. Donc, c'est un système qui, de ce point de vue, peut peut-être avoir un avantage. Je termine en disant que finalement, les solutions probables, ben, je l'ai dit, c'est aujourd'hui d'aller vers des systèmes de contrats pour différence. C'est ce que la Commission européenne, je dirais, dit en essayant de sauver le système. Alors maintenant, on peut poser la question pour demain. Si on généralise ces contrats pour différence, ça veut dire qu'on vend systématiquement sur le marché de gros et puis qu'on fixe un prix de référence. Alors, tantôt, on prend la rente, tantôt, on subventionne. Est-ce qu'on a besoin de passer par le marché? L'étape d'après, ça peut être, on n'a pas besoin du marché, il suffit de fixer le prix et on a un contrat à long terme calé sur le coût moyen. Donc finalement, si on met en place ce système, on peut concevoir que demain, on généralise l'acheteur unique et que ce soit une étape vers une régulation du système électrique qu'on a dérégulé. Parce qu'aujourd'hui, il y a un accord général quand même en Europe, c'est que l'ouverture à la concurrence, bah, ça a été un échec. Les premiers qui nous ont incités à aller vers l'ouverture à la concurrence, ce sont les Anglais, mais maintenant qu'ils sont sortis de l'Europe, ils refondent la régulation. Donc, je crois qu'il faut en tirer les conséquences et savoir revenir à un minimum de régulation. Merci. Merci pour la clarté de votre propos. Ce n'est pas toujours simple chez les économistes. Et étant juste animatrice, je laisserai Fabien Gay polémiquer ou répondre sur l'impossibilité de mettre en place la 7e solution. Donc, j'espère que je vais bien le prononcer. Je vais donner maintenant la parole à Jacob Humbacher. Voilà, désolée, je suis nulle. C'est le problème des Français. Ils sont en général assez nuls en accent. Et moi, je suis une caricature. Donc, vous êtes chargé de mission pour les services publics, le climat et les comités d'entreprise européens à la Fédération syndicale européenne des services publics. Donc, cette fédération syndicale européenne a été fondée en 1978. Elle est membre de la Fédération mondiale des services publics et affiliée à la Confédération européenne des syndicats. Et elle rassemble donc les syndicats des employés des services publics en Europe et représente 8 millions de travailleurs des services publics européens. L'objectif est notamment d'influencer les politiques et les décisions des employeurs, des gouvernements, des institutions européennes qui affectent les travailleurs des services publics et les citoyens. Et donc, cette Fédération syndicale européenne des services publics a publié en 2019 un rapport sur la libéralisation des systèmes énergétiques en Europe au cours des 20 dernières années, dont le titre est « Miser sur le secteur public pour un système énergétique décarboné, abordable et démocratique en Europe, l'échec de la libéralisation de l'énergie ». Je vous laisse donc présenter un peu ce rapport et plus particulièrement, tant qu'à faire, avoir un éclairage aussi sur les impacts de la concurrence dans ce secteur sur les salariés et sur la satisfaction des besoins du public. Merci beaucoup pour l'introduction et merci pour l'invitation à la Fondation Gabriel Pétry. Je parlerai en anglais pour deux raisons. Premièrement, parce que ça me permet de m'exprimer comme un peu plus de précision. Deuxièmement, parce que peut-être je ne veux pas vous exposer à mon accent un peu teutonique trop longtemps. Alors, voilà. First of all, I would like to, on behalf of the EPSU, the European Federation of Public Service Unions, maybe I'll just wait a minute. I see some colleagues are still putting on their headphones. I think. Allez-y, allez-y.
Okay. Okay, I hope it works for most. Okay. Good. We are the European Federation of Public Service Unions. We represent 8 million workers across Europe. So that's from Kazakhstan to Ireland and from Turkey to Sweden, including, of course, unions in France. And first of all, I would like to express our full solidarity with the unions in France, with the social movements in France. What I saw yesterday on the news has quite shocked me, honestly. I mean, to have a government that has so much mépris for not just the unions and the labor movement, but also for an elected parliament is I find quite shocking. Sorry. So I just wanted to say this. So yeah, this week there was the publication of the draft proposal for the electricity market reform by the European Commission. We have been following this topic for a long time, not just since the publication of the report, but since the liberalization of the European energy market over 20 years ago. Despite quite grandiose announcement where the president of the Commission, Ursula von der Leyen, has on several occasions stated that the market has failed, in the end, the reform that was put forward is something that we consider as adding more plasters to a market rather than moving towards a more profound reform that we think would be appropriate. There are some positive elements that correspond to our demands. I will name, for instance, there has been a call for member states to prohibit disconnections from the electricity supply for households. This is something that we have been demanding for a long time. Similar to, for instance, most countries would have for water supply. This has not been the case for electricity supply. This is one positive aspect. For the rest, we think it is much too little in terms of other, for instance, consumer protection. There is the right to fixed term contracts, but as long as prices stay high, a fixed term contracts will not necessarily give you a better price. Companies will factor in the risk of price fluctuations, and you will end up paying a lot of money. So we think it is far from enough. And for us, it seems that this big redistribution that we saw last year will continue. That is a redistribution from the working class to the energy companies that are making record profits. Just recently, just last week, where I come from in Austria, the biggest generator is called Verbund, has posted record profits and has already announced that, unlike some proponents of the market would like to argue that this will be reinvested, has announced a massive payouts for dividends. This is quite shameful, I would say, also because this company is majority state owned. So I think also the Republic of Austria has failed in this regard. So in the last months during this negotiation around the reform of the electricity market, this opinion has kind of taken hold, especially in the discussions in Brussels, in the European Parliament and elsewhere, that the market has not worked as it is meant to. But our opinion as EPSU is actually that the market has rather done exactly what it is meant to, and the market has done exactly how a commodity priced market works. It prices at the margin, and if gas is very expensive, then electricity will turn very expensive. For us, the point is not to say that we need to put more plasters to a market. We need to find more solutions to fix the market, such as contracts for difference or capacity payments or power purchasing agreements for companies, but that we should call for a fundamental overhaul of the market. And I think that would also need a bit more time. What's happening now is that changes are pushed through with quite a speed, which is also understandable because there is an urgency. But I do think there is a difficulty for the political process when the Commission already announces that they want to finalize this project by the end of the year, in particular in the European Parliament, where I think a longer discussion needs to take place, where alternatives to the current market model need to be taken seriously and need to be discussed. So what do we want and why do we want it? Maybe I will start with why we argue that
the market has not worked. So we always say kind of a bit let's say our slogan is that the market has not worked for people, workers, and the planet. Maybe to start with the people, they of course have to suffer high prices, despite the fact that the share of renewables that produce cheap electricity is increasing in many countries. Or of course, there's also other cheap. I mean, nuclear energy is also relatively cheap once the plants are up and running. And we have always argued that it would be much better to have publicly owned energy providers. So that's, I mean, focusing on the people. Why? Because one of the problems we believe is important to tackle is in the market system, there is an inherent imbalance between supply and demand. And what I mean with that is that large energy companies can take a look at 10, 20 years of return on investment. They can build a new solar plant and they will expect a return of investment in that time frame, whereas households often cannot afford to pay for investments that would have a much shorter, let's say, term return of investment, to use the economical term, that would actually pay off in just a few years, but they just do not have the means to pay for that. But of course, from a societal benefit perspective, from an economical perspective, actually, of efficiency, it would be much more efficient to maybe carry out those housing renovations, because energy efficiency reduces our demand, improves the quality of heating, has great improvements in terms of public health. So we believe that publicly owned energy providers could have the mandate to carry out housing renovations and to rectify this imbalance between supply and demand that we see at the problem. Why do we say it doesn't work for the workers? One of the outcomes of the report that we have published is that since the beginning of liberalization of the energy market, there has been despite promises that it would create more jobs, there has been a drop, especially in technical jobs, in operational jobs, and there has been an increase in marketing jobs, in sales jobs, all the jobs that you need to attract more clients in the end. And that is really a problem that we are facing now, and that is also a problem that energy companies know they have, that there is just a shortage of skilled workers to carry out the energy transition. So that is a massive problem, because even if you let's say if you find the money, and even if permitting is the problems that come with kind of permitting for renewables, there is a solution. Then if you don't have the workers to carry it out, if you don't have enough electricians, if you don't have enough installers, then that will not work fast enough. And thirdly, we also have always argued that it does not work for the planet. And this is, I think, one of the very important preconceptions that we should address. This is this preconception that the free market, the liberalized market, has allowed us to build, to expand renewable energy. And our argument has been, it has actually been exactly the opposite. It has been the case that renewable energy was exempted from the free market, was subject to state subsidies, was subject to feed-in tariffs. So everything that is not the free market was done to expand renewable energy. So what is kind of our bottom line from this? And I think here it's quite interesting, because it is actually quite similar to what Professor Percebois said. We just worked on a report together with a British professor, Stephen Thomas, on an alternative model for a European electricity market. And it goes to, I would say, quite similar conclusions as we just heard, saying that, for instance, the free market is not, kind of the main argument being that
we're constantly overriding the free market because it is not working, be it through capacity payments or feed-in tariffs. So it would be much preferable to just accept it and say, okay, we need to find an alternative system and one with a much larger role for public planning. And also here for us, the single buyer model has been quite attractive. What I think would be interesting also with the single buyer model is that this would also strengthen the case for a publicly owned energy provider with a single buyer. I would say the already quite weak case for retail competition would become even weaker. And it would make much sense to have regulated monopolies, for instance. I think this is the case, I believe, in Switzerland. On the whole, I think it is important to have this discussion about the energy system that we want. And I think it's also important to say that maybe one size does not always fit all. Countries could have quite different needs in terms of electricity, and then future electricity model might look quite different in a country like France, where nuclear energy dominates, to a country like Spain, which has actually a lot of potential for solar energy and has high summer peaks for electricity, or a country like Poland that is currently looking to get out of a very coal-dominated energy system, and as it seems is going directly into renewables without this bridge of gas, where you might need a bigger role for capacity payments. So I think it's not to say that there is one perfect system for every country, but I think we need to accept that the liberalized model has not brought about what it has promised, and we need to reflect on how we can increase public planning, public control for the benefit of, yes, the people, the workers, and also the planet, of course. Thank you. Merci beaucoup. Donc maintenant, je vais passer la parole à Sira Rego. Donc vous êtes députée européenne, vice-présidente du groupe de la gauche au Parlement européen, et vous êtes membre de la Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie. Vous avez donc notamment porté avec José Wasmao une proposition de résolution sur la réaction de l'Union européenne à la hausse des prix de l'énergie en Europe, qui a été déposée donc en septembre 2022, dans laquelle vous demandez une réforme du marché de l'énergie, d'inverser le processus de privatisation et de libéralisation et de permettre la reprise en main par les pouvoirs publics des États membres de la production, de la distribution, des infrastructures, des réseaux, etc. Pour fournir l'énergie, et aussi et d'autres choses, notamment la transparence des marchés de gros. Donc, je vous propose de nous expliquer un peu les alternatives que vous proposez, et peut-être avant les réformes en cours, et peut-être quels sont les blocages, les points d'achoppement, de discussion que vous vivez actuellement sur cette réforme européenne. Sí, muchísimas gracias. En primer lugar, dar las gracias por la invitación. La verdad es que es un placer. Ha sido un placer escuchar a los compañeros de mesa. Y bueno, pues evidentemente, al igual que el compañero que me ha precedido, todo nuestro cariño y solidaridad con las movilizaciones del pueblo francés en las calles, una lucha absolutamente legítima, ejemplar, que nos emociona también en otros países en Europa, a los camaradas, a las camaradas que hacen también el trabajo y lo defienden desde las instituciones, y por supuesto a los sindicatos de clase, que en Francia son siempre una maravilla y un ejemplo. Bueno, nosotras en el Parlamento Europeo hemos planteado una propuesta muy seria y muy firme de reforma del mercado eléctrico, fundamentalmente porque creemos que, en primer lugar, porque es una responsabilidad que le corresponde a Bruselas. Las directivas se formulan desde Bruselas, porque uno de los elementos que constriñe el mercado eléctrico precisamente es esta formulación de mercado marginalista, una formulación que no es neutral, y esto es importante. Yo hablo desde la perspectiva de la política y creo que hay que decir que no es neutral,
es una regla del juego. Ayer lo debatíamos, esta semana precisamente lo debatíamos. El problema de la Unión Europea es que en muchos casos formula reglamentos, leyes y directivas que obviamente no son neutrales y que no obedecen a los intereses de las mayorías sociales y de la gente trabajadora. Obedecen a intereses que tienen mucho que ver con los oligopolios, con los intereses de los oligopolios y en este caso de los lobbies de las energías y de las energías fósiles fundamentalmente. Lo que estamos viendo es precisamente como consecuencia de la crisis ecosocial, que es uno de los puntos de partida para nosotras fundamentales, y es que nos guste o no, estamos ante un pico de petróleo y un pico en lo que tiene que ver con la disponibilidad de recursos fósiles en el planeta, y que esto está generando una realidad en términos geopolíticos, geoestratégicos, de disponibilidad de recursos, que está generando incluso conflictos bélicos que están ahí al orden del día. Lo que estamos diciendo es que se necesita repensar en su conjunto la norma que regula nuestras comunidades precisamente para generar también espacios resilientes al cambio climático y que tengan en cuenta un elemento que para nosotros es vertebrador, que es el reparto justo de los recursos, porque necesitamos que así sea, porque aspiramos a una sociedad completamente diferente a la que hay ahora mismo. Bueno, pues con esta vocación, nosotras lo que ponemos en la agenda es que hay una realidad y es que hay una construcción de un modelo energético que es un modelo fallido para la mayoría social, para la gente trabajadora, para las familias en Europa. Es un modelo fallido que nos está abocando a una inflación desbocada, porque es una realidad también, es decir, la inflación en contra de lo que dice el Banco Central Europeo tiene que ver precisamente con este aumento de los precios de la energía y el efecto que está teniendo en cascada sobre la vida cotidiana y sobre la economía a todos los niveles y por lo tanto lo que planteamos es que si el mercado marginalista está generando una burbuja en los precios de la energía porque el elemento de fijación del precio de la energía es el gas, lo que tenemos que hacer es cambiar las reglas del juego para que esto no esté determinado por el precio del gas, que además es un combustible, es una energía de origen fósil y está condicionando, por tanto, su escasez también y la guerra, etcétera, 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 está condicionando el precio. Nosotros creemos que el modelo marginalista, que lo explicamos muy brevemente diciendo, y me vais a permitir el símil o la metáfora, que es como ir al supermercado, llenar el carro de la compra con pan, legumbres, arroz y una botella de champán francesa, además estamos en Francia, de gran calidad y como si nos cobraran ese resto de productos al precio del champán francés. Esto es un poco el mercado marginalista con una metáfora, es así, es decir, el precio del producto más caro es el que determina el precio de la energía. Lo que nosotros decimos es, pues cámbiese esa regla del juego, porque al final en política, salvo las leyes físicas y las leyes matemáticas, normalmente se puede cambiar casi todo. Por lo tanto, pongámonos de acuerdo para cambiar esto, porque esto beneficia, insisto, beneficia fundamentalmente a los lobbies, beneficia fundamentalmente a los oligopolios y es de escaso interés para la economía del día a día y es de escaso interés para las familias trabajadoras. Y luego en términos ambientales también esto es un problema, porque incide e intensifica el uso de energías que en muchos casos están destrozando el planeta y están generando fuertes emisiones. Por lo tanto, lo que planteamos es que esto tiene todo el sentido del mundo en un momento complejo de crisis económica, de crisis ecológica, de crisis de cuidados, de crisis política y de crisis de representación, que vale la pena repensar y reformular esto, porque estoy de acuerdo con una cosa muy importante que ha planteado Matías, y es que efectivamente la energía es la sangre que irriga y que permite que nuestro cuerpo, que el cuerpo social funcione y se sostenga. Y nosotros lo que planteamos es que hay un elemento también vertebrador que tiene que guiar cualquier elemento de modificación del mercado eléctrico, que tiene que ver la concepción de la energía como derecho y no la energía como un bien de uso, como un bien de mercado. Que este es un problema casi fundacional a la hora de plantear cualquier regla o cualquier directiva europea en este caso. Y aquí tenemos un problema, porque claro, las propuestas que están haciéndose estos días, yo tuve la oportunidad el otro día de participar en un debate un debate en el que estaba Ursula von der Leyen, estaba Charles Michel, y claro, aquello parecía un consejo de administración más que una Cámara de Representantes y que un órgano político. ¿Por qué? Porque allí se hablaba mucho de cómo reforzar los mecanismos para garantizar las tasas de beneficio de los oligopolios y muy poquito
de lo que le interesa a la gente a la que por lo menos yo represento. Otros no sé a quién representan. Yo represento a las familias que me han votado, a la gente trabajadora que me ha votado. Y claro, no tiene sentido porque al final el mecanismo que plantea la Comisión, un poco respondiendo a tu pregunta, es un mecanismo que profundiza en un modelo fallido y que no resuelve estructuralmente el problema. Nosotros lo que planteamos es que toca plantear una reforma estructural del mercado marginalista. No sirve, no vale, genera dinámicas especulativas. Por lo tanto, ¿qué hemos propuesto o qué proponemos? O en torno a qué creemos que hay que hacer una reflexión profunda. Somos conscientes de que es complicado, no es una cosa sencilla. Y aquí hay mucha gente que a nivel técnico está trabajando y está tratando de investigar para ver de qué manera se ceñiría más o se podría perfilar o concretar bien. Pero nosotros planteamos que hay que desplazar el modelo marginalista en el que una fuente de energía que además es cada vez más escasa eleva el precio, habría que ir hacia un modelo que fuera de carácter más ponderado, que contemple los porcentajes de cada tipo de generación energética eléctrica y que haga una especie de media, una cosa que de alguna manera desacople la tendencia que generan los combustibles fósiles. Y claro, esto lo que pasa es que dejaría de fomentar o de generar estas expectativas económicas que tienen muchos de los lobbies precisamente que están metidos en todo el asunto del mercado eléctrico a todos los niveles. Pero para ello nosotros creemos que hay un problema previo que tiene que ver también con la opacidad y la falta de transparencia que generan las propias directivas europeas a la hora de construir o de edificar el mercado eléctrico. Me refiero a la necesidad de generar auditorías públicas de costes de producción. Esto para nosotros es un asunto central, sobre todo yo conozco especialmente el mercado eléctrico español. Es un problema fundamental. ¿Por qué? Porque las directivas europeas plantean una cierta transparencia a la hora de fijar el precio de venta de la energía, pero no sabemos realmente los operadores el coste real de los operadores de la generación eléctrica. Y esto es un problema sustancial, es decir, porque el mercado eléctrico se basa en una cosa llamada coste de oportunidad. Y esto no fija realmente el coste real de la energía, de la producción de la generación eléctrica, sino que esto es un valor aproximado con el que por lo menos en España nos manejamos habitualmente y que hace que haya una burbuja especulativa en el origen de la generación eléctrica. Y el problema de todo esto es que las directivas avalan y amparan la falta de transparencia, avalan y amparan la opacidad de los oligopolios y de los lobbies. Y es un problema político de primer nivel, porque esa burbuja especulativa en origen se traslada al final a la economía en su conjunto y a los bolsillos de la gente trabajadora definitivamente. Por lo tanto, esto es un problema que hay que resolver. Auditoría pública de los costes de producción. Luego, evidentemente, planteamos que tiene que haber un modelo de renovables descentralizado y con control y participación pública. Esto es esencial. No me detengo en ello porque creo que he debido consumir ya más tiempo del que me corresponde. Una adaptación del modelo productivo industrial para producir en base a políticas de demanda y no a políticas de oferta. Esto es un quiebro absoluto del modelo productivo, pero bueno, lo dejo ahí. Y luego, por polemizar un poco, acabo con casi un titular, aunque para mí es el elemento central, que es una cuestión del desacople y de la desaceleración económica. Nosotras en Izquierda Unida, mi organización política, estamos trabajando mucho en torno al concepto del decrecimiento. Necesitamos repensar qué cuerpos. No solamente que la sangre irrigue nuestros cuerpos, que la energía irrigue nuestros cuerpos, sino quizá lo que haya que repensar es qué modelo económico, qué modelo de relaciones económicas necesitamos y, por lo tanto, cómo ajustamos y cómo decrecemos en el uso de combustibles, en el uso de materias primas críticas y en la emisión también de residuos, porque son los grandes retos de la humanidad en el siglo XXI. Muchísimas gracias. Merci beaucoup et merci à vous deux pour votre soutien dans cette lutte qui c'est pas fini, mais c'est loin d'être bon, c'est compliqué. Alors, Fabien Gay, notre dernier intervenant, donc sénateur français, membre du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, vice-président de la commission des affaires économiques, membre du groupe Énergie et quand même directeur du quotidien L'Humanité. Vous avez récemment déposé une proposition de loi visant à la prolongation des tarifs réglementés de vente de gaz et à leur extension.
Voilà, et vous avez aussi déposé une proposition de résolution proposant, enfin en décembre 2022, proposant au gouvernement de sortir le système électrique des mécanismes concurrentiels. Bon, ça a été rejeté le 12 janvier 2023. Je vous laisse expliquer comment un peu la logique de concurrence se met en place et les problèmes qu'elle pose en France, et puis aussi les propositions alternatives. Bon, bonjour à toutes et tous. Je veux d'abord remercier la Fondation Gabriel Péri de me ramener ici au Sénat un jour où je ne devais pas y être, puisque j'y ai pas passé assez de temps ces derniers jours. Et vous dire que c'est un grand plaisir de discuter énergie, malgré que nous soyons dans un moment politique et social, et à mon sens démocratique, un peu inédit. Et je pèse mes mots, j'essaie toujours de ne pas dire c'est historique, etc. Mais nous sommes en train de vivre des choses qui laisseront profondément des traces, je crois, dans le pays, quelle que soit l'issue qui va en sortir. Et donc, moi aussi, à nouveau, saluer les millions de travailleurs et travailleuses qui se sont mis puissamment en grève et qui ont manifesté ces derniers jours. Et ce n'est pas fini, évidemment, pour tenter de faire entendre au gouvernement qui reste sourd. Et ici, dans cette chambre, où le gouvernement a piétiné le règlement, l'a tordu dans tous les sens pour nous contraindre, après 9 jours, à voter par un vote bloqué, évidemment, le report de l'âge légal de 62 à 64 ans. Et je considère que de toute façon, quoi qu'il arrive, nous sommes amenés à rediscuter énergie dans les prochains mois et prochaines années. C'est une question qui est maintenant sur la table, on le dit depuis un an et demi. Et la crise que nous traversons, elle est durable. Elle va au moins durer 2 ans encore. Parce que, par exemple, sur la question du gaz, pour l'instant, la Chine étant à moitié à l'arrêt, dans la grande compétition internationale, nos terminaux méthaniers accueillent du gaz liquéfié qatari et américain, beaucoup américains de gaz de schiste que nous interdisons ici, mais que nous importons massivement. Là aussi, il y aurait tant de choses à dire sur cette question, mais que lorsque la Chine va repartir, nous allons re-rentrer, puisque nous portons une autre conception, non pas la confrontation, mais la coopération. Mais c'est comme ça aujourd'hui. Nous allons rentrer dans une confrontation extrême avec la Chine. Le gaz va se payer à un prix de plus en plus cher. Et donc, ce que nous vivons aujourd'hui, la secousse que nous avons vécue l'été dernier avec un mégawatt au-delà de 1000 €, qui n'est que pure spéculation et qui n'est pas ni le coût ni le prix de l'énergie, spéculation, nous allons le vivre encore. Et moi, je pense à celles et ceux, nous avions déjà 12 millions de précaires énergétiques, nous en sommes pratiquement à 15. Nous avons un bouclier tarifaire qui vient de s'appliquer à 15% là, il y a un mois. Des millions de personnes font déjà le choix, non pas de la sobriété voulue, choisie, subie, parce qu'ils n'ont pas les moyens de payer leur facture électrique. Et donc, il faut que nous nous en occupions les uns les autres. Et c'est pour ça que moi, je suis très honoré de vous rencontrer, M. Percebot, parce que je lis beaucoup de vos ouvrages, et puis d'avoir des camarades aussi européens, parce que je pense qu'on a besoin de discuter pour trouver des issues ensemble. Bref. Allez, je suis déjà trop long, j'avance. 2 choses, puisque vous m'avez posé, est-ce que le marché européen peut répondre? Non. Voilà, et je vais le dire pourquoi, et pourquoi il n'a jamais répondu à ça, en tout cas, et pourquoi c'est l'échec. Et nous considérons que l'énergie doit être un bien commun. Et c'est une petite différence, mais dans un débat démocratique, pour moi, ce n'est pas l'un avec l'autre, quoi. Service public et marchandise. L'énergie ne peut pas être une marchandise. Et vous avez commencé à l'expliquer, parce qu'elle ne se stocke pas. C'est comme ça. L'électricité ne se stocke pas. Et donc, dans le marché voulu par les capitalistes, moi, je n'ai pas fait beaucoup d'études, hein, mais c'est une offre qui rencontre une demande avec un stock. D'abord, il y a l'innovation. Donc, ça coûte cher. Après, on en produit. On a du stock. Voilà. C'est l'offre, la demande. On en libère, ça fait baisser. On retient, ça fait monter les prix. C'est ça. Là, quoi qu'il arrive, au moment où vous
produisez l'électricité, je parle bien de l'électricité, hein, et je fais la différence, vous avez raison, entre le mix électrique et le mix énergétique. Moi, maintenant, j'en viens sur l'électricité. Au moment où vous la produisez, vous devez la consommer parce qu'elle ne se stocke pas. Et soit c'est sous tension, soit c'est sur tension sur les réseaux. Et donc, le blackout. C'est comme ça. Donc, quoi qu'il arrive, que le producteur, il le vende à 1 euro, à 10 euros, à 100 euros, à 1000 euros, ben, quoi qu'il arrive, celui qui doit l'acheter, il l'achète. Voilà, c'est comme ça. Et donc, c'est pour ça que ça doit être sorti du système et que ça a été, au lendemain de la guerre, vous avez raison de rappeler que d'abord, comme les chemins de fer, c'est d'abord le privé, puis ensuite la puissance publique au lendemain de la Seconde Guerre, où on a dit, bon, ben pour régler ce problème, on va faire une grande entreprise publique, EDF, elle va être intégrée, elle va produire, transporter et distribuer, avec ce que vous avez dit, et tout à fait bien, la péréquation tarifaire, temporelle, que vous habitiez en ville ou à la campagne sur une île ou en haut d'une montagne, tout le monde paiera pareil. Et puis, il y a les tarifs réglementés qui permettront à chacune et chacun d'avoir accès à l'énergie à un coût raisonnable. Voilà. Bon. Et ça a bien fonctionné, il faut quand même. Hein, c'est ça qui nous a permis d'électrifier, réindustrialiser le pays, etc., quand même. Bon. Et donc, quand on a commencé à tout déréguler, on a vendu aux gens, vous allez voir, ça va baisser les prix. Bon, si on refait les 20 dernières années, voilà. Parce que les tarifs réglementés, ils ont augmenté avant le début de la guerre en Ukraine. Hein. Moi, je suis parlementaire depuis 2017. Et donc, chacun s'occupe d'une question hein, dans chaque groupe. Hein. Bon, moi, on m'a filé ça là. Bon, ben, j'ai dit, OK, allez, on est parti. Et les tarifs réglementés, tous les 6 mois, ils ont augmenté depuis que je suis parlementaire. Bien avant la crise en Ukraine. Hein. Donc, c'est ça la réalité. Donc, ça ne peut pas fonctionner. La deuxième chose, c'est sur le coût marginal, et chacun l'a dit. Alors, d'abord, le coût marginal, il n'a pas été inventé par le marché européen en 97. C'est Marcel Boiteux, un des grands PDG d'EDF, de 67 à 87, qui l'a inventé. Sauf que ça marche sur un territoire donné lorsque la puissance publique coordonne les choses. Qu'est-ce que je veux dire par là? À l'époque, c'était, parce que là aussi, j'en ai marre des fake news, je sais plus, c'est comme ça qu'on dit maintenant, les fake news. On nous a dit, oui, vous voulez le Frexit européen, si c'est ça, tout le système va tomber, les interconnexions. Je rappelle quand même que les interconnexions ont précédé bien avant le marché européen. Depuis 67, on est interconnecté avec nos voisins. Donc, ça, c'est comme les traités de libre-échange. On vous dit, ah là là, vous voulez le repli sur soi. Non, on veut échanger, mais pas dans la compétition, dans la coopération. Hein, on fait de l'échange commercial depuis la nuit des temps. Hein. Bien avant le Moyen-Âge, d'ailleurs, même la préhistoire, dès qu'on a commencé à faire du feu, commencé à faire brûler des choses, et on a commencé à échanger avec nos voisins. Et bon, il n'y avait pas les traités de libre-échange, climaticides. C'est ça la réalité. Donc, j'en reviens. Ça peut s'ordonner sur un territoire donné qui décide. Le problème, on a voulu étendre ça au marché européen. Le problème, c'est qu'il n'y a pas une compétence européenne sur l'énergie. Et donc, chaque pays décide de sa production. Et puis après, on dit, bon, on met tout en commun. Ben non, ça ne peut pas fonctionner. Et donc, ça ne fonctionne ni pour le prix, vous l'avez démontré, ni pour le climat. J'en viens. On nous a dit, ça va pousser celles et ceux qui sont en retard et qui utilisent plutôt le thermique à investir dans les énergies renouvelables ou le nucléaire. Mais pas du tout. Je vous prends X pays. Je suis là. Bon, ben, mes voisins, ils commencent, ce que vous avez très bien expliqué, donc j'y reviens pas, on commence par le moins cher jusqu'au plus cher. Ben, moi, j'ai tout intérêt à rester dans le plus cher. Parce que quoi qu'il arrive, on aura toujours besoin de moi. Et quoi qu'il arrive, par cet effet de coût marginal, je vendrai toujours au prix que ça me coûte moi. Donc, je laisse faire les voisins. Je laisse les voisins décarboner. Pas besoin d'investir dans la décarbonation. Puisque quoi qu'il arrive, moi, mes coûts seront pris. Donc, en réalité, vous trinquez à la fin les usagers, eux, ils payent cher l'addition, et en plus, vous ne décarbonez pas ou vous incitez pas à décarboner. Donc, ce système est complètement fou. J'ai essayé de l'expliquer, parce qu'il faut essayer d'expliquer les choses de façon ludique.
C'est comme si d'un côté, on construit, vous construisez des Lada, moi je construis des Renault, des Twingo, vous à côté des Mercedes, et puis après on met tout sur le même marché, on dit tout vaut la même chose. La Lada, la Mercedes ou la Twingo. Bon, ben, vous avez intérêt de continuer à faire une Lada. Hein. Ben oui, ça vous coûte moins cher à produire qu'une Mercedes. Vous voyez, j'essaie d'illustrer ça. C'est ça ce qu'on vit sur le marché européen. Bon, donc, j'en viens parce que je vois que je suis déjà trop long, comme tout le monde, sur les propositions pour en sortir. Alors, je suis désolé, je vais être sur une proposition alternative à celle que vous avez citée, et vous avez raison. Toutes les alternatives, dont la dernière qui vient d'être prise depuis, enfin, en tout cas, où il y a un premier accord, on va l'appeler comme ça, par les gouvernements, ce n'est pas pour régler le problème. C'est pour sauver le système. Et vous l'avez dit 3 fois. On veut, coûte que coûte, les gouvernements veulent sauver le marché européen. Ils ne veulent pas régler le problème électrique. Ils ne veulent pas. Ils veulent sauver le système. Nous considérons que ce système-là nous entraîne dans le mur. Et surtout, il favorise la spéculation. Permettez-moi de vous dire ça. Parce que dans la dernière chose qu'il faut dire, c'est que ce que nous vivons là et les 1 000 € du mégawattheure n'ont été que pure spéculation. Parce que les marchés ont anticipé le manque de gaz et c'est ça qui a fait monter. Donc en réalité, c'est même pas sur le coup. Il y a évidemment le fait qu'il y ait une corrélation entre le prix du gaz et le prix de l'électricité qui a multiplié le prix par 3 dans un premier temps. Mais après, les marchés se sont emballés, notamment l'été dernier, parce qu'ils ont dit « Ah, potentiellement, il y aura rupture. » Donc voilà. Donc en plus, on favorise la spéculation. Il n'y a qu'à regarder les filiales trading des grands groupes, je ne les citerai pas, parce que, voilà, mais qui en 2021 faisaient plusieurs centaines de millions d'euros et en 2022 ont affiché en milliards d'euros. Et je parle des extrêmes grands groupes européens, français ou européens et leurs filiales trading, dont malheureusement, je le dis aussi, EDF a une filiale trading qui est basée à Londres. C'est ça la réalité. Bon. Donc, comment en faire? Moi, je partage ce qu'a dit Syrah. Je pense qu'il faut qu'on arrive à s'appuyer sur d'abord le mix électrique national, revenir à ça et échanger sur ces bases-là. Mais dans la coopération. Premier point. La deuxième chose que nous ont enseigné les Portugais et les Espagnols. Moi, je ne crois pas à ce système de… Je le dis là, c'est aussi un débat. Ce qu'ils ont fait, on a tous pris ça en exemple, un peu vite, c'est qu'ils ont subventionné le gaz pour en réalité stopper l'hémorragie. Ça, je pense que c'est faisable quelques semaines ou quelques mois, mais que ce n'est pas viable, ni pour la population, ni pour la planète. Et donc, ce n'est pas ce système-là. Mais ils nous ont enseigné une chose, c'est qu'on pouvait, dans ce système européen, et là c'est un deuxième débat que j'ai avec vous, on pouvait obtenir des dérogations. Alors évidemment, nous, on n'est pas dans le même cas que l'Espagne et le Portugal, on est au cœur du réseau. Eux, ils ont eu l'exception insulaire, mal appelée, mais c'est ça, c'est que comme ils sont à la fin du réseau, ils ont été considérés comme une île, mais on vous garde à côté de nous. N'ayez pas peur. Donc, ils nous ont enseigné ça. Et donc, nous, on a des choses, et j'en viens à 2 choses, et je finis par là. La première, c'est qu'on avait un truc qui était extraordinaire. C'était les tarifs réglementés. Ça couvrait, c'était pas le prix, c'était pas le prix payé. Mais on permettait à chacune et chacun d'avoir accès à un coût maîtrisé. Bon, on est en train, au fur et à mesure, de disloquer ça. Les collectivités territoriales, les grosses, n'y ont plus accès, ni pour l'électricité, ni pour le gaz. Les commerçants non plus, d'ailleurs, ils se plaignent tous. Hein, c'est l'histoire du boulanger qui a vu sa facture faire x5, x10, des fois 15, 20. Bon. Et puis, il y a les tarifs réglementés du gaz. Là, je dévie un peu du marché européen qui vont s'éteindre pour tout le monde au 30 juin. Tout le monde va devoir passer sur les prix de marché. Et rappelez-vous ce que je vous ai dit au départ. On en est encore pour 2 ans de crise. Et on ne sait pas où les prix vont nous amener. C'est complètement fou, en pleine crise énergétique, et notamment sur le gaz, de mettre fin aux tarifs réglementés. Il faut discuter avec tout le monde. Alors, chaque fois que je discute avec des gens, ils disent « Oh, t'as raison, t'as raison, t'as raison. » Allez, d'accord. Même les énergéticiens, tout le monde est d'accord. Mais personne ne le dit.
Et surtout ici, quand on est passé au vote, parce que ici, on en a passé au vote. Hein, peut-être oublié, c'est pas méchant, mais une dernière, on a proposé le retour au tarif réglementé pour les collectivités. On a dit, on commence par ça, après on verra. Toute la droite disait, vous avez raison, quand il a fallu voter, contre. Et on leur a dit pourquoi? Et c'était en décembre. Ils ont dit, c'est pas le moment. Ça serait venu en janvier, pourquoi pas? Bon, bref, vous voyez quand même. Non, mais il faut mettre ça, il faut que ça sorte dehors. Hein. Parce qu'on peut avoir des prises de parole, mais à un moment donné, on leur a proposé de voter. Ils ont dit non. Donc, il faut les tarifs réglementés du gaz et de l'élect pour tout le monde. Et protéger notamment les plus faibles, les usagers, ceux qui sont en train de trinquer. Et puis, la dernière chose, il faut en mettre fin à l'exception française avec l'Arenh. Alors, je ne sais pas qui en a parlé ce matin ou pas. Bon, là, pareil, j'en ai pour 2 heures parce que c'est un truc qui me passionne. Bon, bref, cette spoliation organisée, je le dis comme ça, de EDF, au profit d'acteurs alternatifs. L'Arenh n'a jamais protégé les consommateurs. Ça, c'est tout le débat qu'on a souvent avec Pannier-Runacher. Parce que s'il n'y avait pas d'Arenh, bon, ben, tout le monde serait chez EDF et tout le monde serait protégé. Et ceux qu'on a protégés, c'est les dividendes des actionnaires, des acteurs alternatifs avec l'Arenh. D'ailleurs, c'est si bien que ça, que ici au Sénat, je finis par là, m'a confié une mission sur les abus d'Arenh que j'ai commencé mercredi, que je finirai dans quelques semaines. Et déjà, dehors de la première audition, on m'avait dit que c'était interdit de revendre l'Arenh sur les marchés européens. Ben, qu'est-ce qui se passe? Les 3 premiers auditionnés, bon, ils ont tous revendu sur les marchés. Ah, ben, j'ai dit, c'est bien, c'est mieux quand c'est vous qui le dites. On va noter tout ça sur un papier et on va amener ça à Madame Pannier-Runacher. Donc, il en sortira ce qu'il en sortira. On va essayer de régler au moins les abus d'Arenh. Mais notre vision, c'est d'en finir avec ça. Parce que même s'il y a des abus, ce système est complètement fou. Qu'EDF soit obligé de vendre à 40 €, vous l'avez raison, les 20 TWh supplémentaires au prix de 46 € à ses concurrents directs. Et imaginez, juste je finis, quand le gouvernement a décidé les 20 TWh supplémentaires, EDF, il avait vendu déjà sur les marchés obligatoires. Donc, il a dû aller racheter sur les marchés au prix, personne ne voulait dire, mais c'est entre 320 et 365 € le mégawattheure pour le revendre aux copains à 42 €. L'addition, on l'a eu il y a quelques jours, maintenant, une dizaine de jours, EDF a publié ses chiffres. L'addition, c'est 8,4 milliards de déficit. L'opération a coûté 8,4 milliards. Mais dans le même temps, il y a des acteurs alternatifs. J'en prends un, c'est pas grave, je le cite. Homme Énergie et tant d'autres, parce qu'il y en a eu beaucoup. Eux, en 24 heures, ils ont revendu le produit à Rennes, ils ont fait 12 millions d'euros. Et vous savez à qui ils l'ont revendu sur le marché? À EDF. Voilà, le tour était bouclé. Voilà ce qu'est le marché européen. On demande à EDF d'aller acheter au prix à 325 € pour le refiler à Homme Énergie au prix de 42, qui lui a refourgué 15 jours plus tard à 460. Et EDF a été obligé de la racheter parce qu'en plus, Homme Énergie, ils ont dit à leurs clients, nous, on ne pourra plus assurer en fin d'année, le mieux, c'est de retourner à EDF, ils vont vous prendre et de demander le tarif réglementé. Donc, le même consommateur est parti chez EDF, et comme EDF a vu 80 000 à 100 000 clients revenir, il a dû en plus aller racheter de l'électricité sur les marchés. Vous voyez l'aberration? Ça, c'est le marché européen. Donc, c'est sans nous, et donc, c'est pour ça, et je finis par là, Louise, que l'on plaide pour la sortie 7, je crois que c'était ce que vous avez dit, mais je crois qu'il faut inventer autre chose, mais revenir au moins à ce qui a fonctionné. Voilà, je vous remercie à chacune et chacun. Merci beaucoup. Alors, nous avons, je regarde quand même la maîtresse du temps, mais je dirais un petit 3/4 d'heure de débat pour. Et donc, je vous rappelle aussi que donc il y avait si vous avez des questions pour Christophe Poinceau, ce serait voilà, commencer, parce que je crois que vous partez vous dans 5 minutes, c'est ça? Allez-y. Oui, Jacques Delépine, géologue. J'ai travaillé quelque temps, j'ai eu quelques activités ponctuelles en mine, et je voudrais interroger Monsieur Poinçon, donc, parce que comme géologue débutant, j'avais vécu la fin du service public et de ses activités minières au BRGM, organisées par un ex-ministre géologue de son État et en même temps amoureux des mammouths. Quid aujourd'hui des moyens qui vont être attribués au BRGM dans le cadre de sa mission de service public sur l'exploration minière?
Et quid des moyens et du fonctionnement de la structure que vous avez évoquée, l'OFREMI? Il y en a une deuxième, Christelle, il y en a une autre, et ce sera tout. Après, ce sera des autres questions. Il part dans 5 minutes, de toute façon. Oui, donc Christian Chassot dit, faute de temps, vous n'avez pu développer les divers usages d'autres métaux que le lithium. Qu'en est-il, par exemple, des métaux nécessaires à l'électrolyse de l'eau pour obtenir de l'hydrogène, qui constitue l'un des vecteurs de la transition énergétique, notamment pour le stockage des énergies dites nouvelles et renouvelables, vent et soleil, qui sont intermittentes? Alors, j'essaie de répondre à tout ça dans l'ordre. Donc, d'abord, sur l'aspect prospection, effectivement, c'est un enjeu important qui nécessite du financement. Il faut savoir qu'il y a, je dirais, un chantier pilote, si vous me permettez l'expression, qui a été initié en 2022 sur financement public, qui consiste à reprendre de l'exploration géophysique sur la partie occidentale du Massif central. Ça devrait se poursuivre dans les années qui viennent. C'est un premier projet qui doit en appeler d'autres. Si je donne un ordre de grandeur, ça doit représenter 5%, on va dire, de ce qu'il faudrait qu'on fasse si on voulait refaire l'intégralité du travail en France. Mais voilà, on se refait la main, si vous voulez. L'idée derrière, et il y a des discussions à l'heure actuelle, c'est vraiment qu'on puisse lancer un programme plus conséquent. Ça, c'est vraiment sur la partie française, parce que vous avez bien compris que ça permettra de répondre à une partie des besoins, mais ça ne permettra pas de répondre à tout, loin de là. Donc, il faut aussi qu'on ait un travail au niveau européen. Et puis, au-delà de ça, avec un certain nombre de pays dans le cadre de la diplomatie des ressources minérales. Sur la partie, ensuite, deuxième question sur l'hydrogène. Donc, sur l'hydrogène, effectivement, dans les catalyseurs, on a besoin, dans les électrolyseurs, on a besoin de catalyseurs, je vais y arriver, et donc en particulier de platinoïdes, qui sont des éléments qui permettent de faciliter cette réaction de dissociation de la molécule d'eau. Donc, c'est des métaux qui sont aujourd'hui produits beaucoup par la Russie et l'Afrique du Sud. Ça ne veut pas dire que c'est le seul endroit où on en trouve, loin de là. On en a sans doute d'ailleurs sur notre territoire national. Mais c'est à l'heure actuelle, effectivement, des métaux dont on dépend très fortement des importations. Mais c'est quelque chose qui pourrait évoluer. Et je crois que j'ai oublié une question, mais… Donc, vous avez le temps d'en prendre une dernière? Ouais. Allez-y. D'après les chiffres que vous avez cités, on voit qu'il y a des différences très nettes entre les méthodes de génération d'énergie et donc entre les scénarios suivant le contenu plus ou moins important du mix en nucléaire ou en énergie renouvelable. Est-ce que vous pensez que les enjeux de criticité et de coût des métaux et minéraux que vous avez signalés sont suffisamment pris en compte, par exemple par les prospectives RTE, etc.? Alors, c'est quelque chose qui commence à être pris en compte. En fait, un des enjeux derrière tout ça, c'est de faire un rebouclage global que nos amis du Shift connaissent bien, même s'ils ne l'ont pas encore fait sur les ressources minérales. Je les titille assez souvent sur le sujet. Mais très clairement, effectivement, vous l'avez bien dit, les différentes technologies de production énergétique n'ont pas le même besoin en ressources minérales. Et de même qu'on s'assure que dans nos trajectoires, on aura… suffisamment d'énergie par rapport aux usages qu'on prévoit, il faut aussi qu'on vérifie qu'on sera capable d'avoir autant de ressources minérales que besoin. Et il est sûr que, vous l'avez bien compris, l'énergie la plus concentrée, qui est le nucléaire, effectivement, est celle qui requiert le moins de ressources minérales. Donc, l'équilibre renouvelable nucléaire jouera beaucoup sur la quantité de métaux dont on a besoin. Merci beaucoup. Donc voilà, maintenant question aussi sur le débat, vos réactions, Allez. Oui, hop, hop. Je voulais en fait vous poser une question, bon, je ne sais pas à qui du panel, sur le fait que vous avez en fait analysé l'augmentation, enfin la spéculation qui conduit à l'augmentation du tarif de l'électricité et qui joue sur l'augmentation du prix du gaz. Et ce gaz, en fait, pour la plupart, n'est pas produit en Europe et ça a des conséquences sur les producteurs et les populations qui elles-mêmes reposent sur un usage domestique de ce même gaz et des arbitrages qui sont entre exportations de plus en plus profitables et satisfaction de la consommation électrique locale, avec des perspectives pour beaucoup de pays, notamment du Maghreb,
de rupture d'approvisionnement local. Et donc, ce matin, on avait un graphe sur le nombre d'heures de coupure par jour, au bénéfice de l'Europe, hein. Merci, allez-y. Oui, bien moi tout d'abord, puisqu'on parle du marché de l'électricité, je pense qu'il faudrait quand même souligner que c'est une construction totalement artificielle, puisque le marché, enfin les échanges marchands sont complètement déconnectés des échanges physiques. C'est quand même assez rare ça comme… si je suis un consommateur d'électricité à Brest, c'est pas parce que mon fournisseur va acheter l'électricité à un producteur dans la banlieue de Bucarest que mon électricité chez moi arrivera de Bucarest. Elle arrive des centrales les plus proches. Et encore, l'équilibre du réseau, il est complètement européen, en fait. Hein. Mais bon, je ne rentre pas dans ce détail-là. Donc, en fait, on a une construction d'un marché qui se rapproche beaucoup plus des marchés financiers que des marchés des biens et services classiques. Donc, ce n'est pas étonnant qu'on ait une spéculation comme on assiste aujourd'hui. Je pense que c'est ça le problème fondamental du marché de l'électricité. Alors, deuxième chose que je voudrais dire, parce qu'on n'en a pas parlé, c'est la stratégie, la politique auquel on assiste des boucliers tarifaires. C'est-à-dire que quand l'électricité est trop élevée, c'est ce qu'on a en France, on met un bouclier tarifaire, on dit aux gens, regardez, on fait ce qu'il faut, on atténue votre douleur. Le problème, c'est que quand on regarde le mécanisme des boucliers tarifaires, c'est l'argent public, donc les contribuables qui payent. Quoi? Les profits, ceux qui font des super profits. Et ce n'est pas les petits homes, hein, c'est bien de le citer, mais c'est Total et Engie. Hein. Voilà les deux grands fournisseurs d'électricité alternatifs à EDF. Donc, les boucliers tarifaires ont alimenté les super profits de Total. Voilà. Il y en avait un à l'époque qui parlait du capitalisme monopoliste d'État. Je pense qu'il n'avait pas imaginé que ça pouvait prendre ces dimensions-là. Voilà. La troisième chose que je voulais dire, c'est… Alors, un problème délicat à parler, mais ce marché de l'électricité, quand même, il est sous le joug d'une concurrence importante, de divergences d'intérêts importantes entre la France et l'Allemagne. Et je pense qu'il faut quand même en parler. Parce que, et je dirais d'une manière plus générale, entre les pays qui envisagent une transition énergétique avec ou sans nucléaire. Parce que comme on l'a dit ce matin, les coûts complets du système auquel on s'attend, alors déjà actuel, mais auquel on s'attend dans le futur, ce n'est pas du tout les mêmes, ce n'est pas le même niveau. Donc, les pays qui sortent du nucléaire, comme l'Allemagne, ont parfaitement intérêt à ce qu'on ait un marché de l'électricité qui uniformise le prix au niveau le plus élevé qui est le leur, pour des questions de compétitivité économique. Si des zones d'Europe ont une électricité moins chère que l'Allemagne, eh ben, l'Allemagne va avoir des problèmes de localisation de l'industrie. Donc ça, moi, je pense que c'est un problème dont on commence à parler, mais il est, je pense, au cœur des débats, parce qu'on dit la Commission européenne veut ceci, veut cela, le marché pour des raisons idéologiques. Moi, j'y crois qu'à moitié. Je pense qu'il y a des lobbies industriels extrêmement puissants qui agissent pour que, dans leur propre intérêt, vous savez, cette bataille sur le… par exemple, bon, l'Allemagne ne veut surtout pas que la France vende ses centrales nucléaires en Europe, mais en revanche, elle vend ses éoliennes. C'est le premier producteur éolien européen. Dans le monde, c'est les Chinois, mais en Europe, c'est l'Allemagne qui a racheté l'Espagnol Gamesa. Voilà. Et donc, il y a derrière toutes ces questions du marché de l'énergie, des normes de la transition énergétique, tout simplement une concurrence intercapitaliste exacerbée. Et je pense que nous, il faut qu'on dise que ce n'est pas au peuple de les payer. Oui, je veux revenir sur ce qu'ont abordé plusieurs intervenants sur la réforme du marché. J'ai les échos du 15 mars sous les yeux. Donc, vous avez parlé du plan qui est sorti le 14 mars, et c'est juste pour pousser le débat. Donc, au bout, c'était votre invitation. Donc, je vais faire un peu mon Elisabeth Borne cet après-midi en tendant des perches pour me faire battre. Donc, vous avez dit à Mme Rigaud, c'était très intéressant. On s'est cru un peu avec Charles Michel et Ursula von der Leyen comme dans un conseil d'administration et pas dans des éléments politiques. On a sauvé le marché, mais je vais faire l'avocat du diable. Voilà ce que disent les échos. Hein. Les échos du 15 mars hier, la Commission a aussi voulu faire baisser les prix, tout en maintenant les objectifs de transition énergétique. 3 éléments, et c'est notamment pour faire rebondir M. Percebois. La Commission demande, et c'est les échos qui citent la Commission, demande aux États membres d'utiliser les contrats bidirectionnels, c'est ce que vous avez dit, monsieur, avec un plafond qui protège les consommateurs et un seuil qui protège l'investisseur pour accès au soutien public. Donc, tout revenu supérieur au plafond sera remboursé
aux consommateurs d'entreprises. Donc, est-ce qu'on lit bien? Première question. Deuxième question. Et là, les Échos disent que c'est une innovation. Grande nouveauté, également, la réforme permet aux États de proposer des prix réglementés à un niveau abordable pour les ménages et les petites et moyennes entreprises. En période de crise, est-ce une fake news ou une vraie news? Et troisième élément, c'est toujours les Échos. On est en page 12. La protection des consommateurs, et ça avait été abordé par la personne du Shift Project, je crois, la protection des consommateurs est l'un des piliers de cette réforme qui impose, entre autres, aux fournisseurs d'énergie de leur proposer divers types de contrats, y compris à prix fixe à long terme, et prévoit la possibilité pour l'État de désigner un fournisseur de secours pour qu'aucun consommateur se retrouve sans électricité en cas de défaillance. Donc oui, c'est des éléments qu'on met comme au débat. On les défend. Qu'est-ce que vous pensez que ça? Est-ce qu'il n'y a pas un en même temps? Vous voyez, ici, là, dans la réforme, est-ce que ce n'est pas un pis-aller finalement? Est-ce que quand même on ne fait pas un pas en avant? La France, d'après les Échos, la France se montre satisfaite, néanmoins de cet accord. C'est les Échos toujours, les Échos. Merci. Je prends une dernière question et après, je vous repasse. Allez-y. Pardon. Sur l'Allemagne, juste, ils viennent d'annoncer le doublement de leur capacité installée gazière d'ici 2035 et un quintuplement d'ici 2050, ce qui placera leur capacité gazière supérieure, capacité installée supérieure au parc nucléaire français. Quand on a de telles divergences de politique énergétique, on peut se demander si on peut avoir un marché commun. Et j'ai une autre question, enfin, c'est une remarque, je ne sais pas si vous le savez, en ce moment, à l'autre bout de Paris, il y a une réunion organisée par la CRE sur l'économie de l'énergie. Et je vous fiche mon billet qui sont en train de dire que non, ça fonctionne parfaitement, que le marché envoie les bons signaux de court terme et qu'il n'y a pas grand-chose à changer. Alors, comment on parle aux économistes de la CRE? Merci. Vous pouvez éteindre votre micro, s'il vous plaît, pour éviter le... Monsieur éteindre le micro. Merci beaucoup. Je vous laisse, vous répondez à ce que vous voulez voilà. Je voulais bien réagir à la remarque de Madame sur le Maghreb, peut-être en particulier sur l'Algérie. C'est moi quelque chose que je suis... c'est un enjeu auquel je suis très sensible. Je pense que autant que l'Union européenne a un enjeu existentiel dans la crise dans laquelle on est entré, je pense qu'au même titre, il y a un enjeu existentiel dans la capacité à, au-delà de la Méditerranée, disons, rester dans le même monde. Qu'est-ce que je veux dire avec cette introduction un peu confuse? Si vous demandez, si vous avez des amis algériens et que vous leur demandez ce que fait la production de la Sonatrach, la compagnie nationale, sur le pétrole et sur le gaz depuis maintenant plus d'une dizaine d'années, n'importe quel Algérien sait, un, que la production de pétrole décline, et deux, il voit très bien ce que ça peut vouloir dire pour la paix sociale chez lui. Voilà. Et effectivement, la tentation pour le régime des généraux en place en Algérie de profiter de la manne, d'exporter un maximum de gaz au détriment de la population algérienne, bon voilà. Donc, on est rentré dans une géostratégie sous contrainte de ressources. J'attire votre attention peut-être aussi sur le fait que parmi les producteurs matures entrés en déclin vraisemblablement irrémédiable, il y a la mer du Nord, il y a l'Algérie, il y a le Nigeria, et il y en a un autre qui est un producteur mature, dont le Kremlin s'attend notamment à voir la production décliner de manière inexorable, c'est la Russie. Donc on le sait tous aujourd'hui, on ne le savait pas avant la guerre, mais la Russie, c'est un tiers des approvisionnements en pétrole de l'Union européenne. Voilà, on s'est mis on s'est mis nous-mêmes dos au mur, et les perspectives alors quand je dis que le Kremlin, c'était avant qu'il ferme tout, le Commerçant, qui est l'équivalent des Échos à Moscou, avant la guerre, avait sorti le scénario central du ministère de l'Énergie en disant, d'après ce scénario central, la production russe de pétrole ne reviendra jamais à son niveau pré-Covid. Il est évident qu'avec les sanctions économiques, le départ d'Haliburton et des autres occidentaux parapétroliers, ce déclin de la Sibérie occidentale, de la Volga, va s'aggraver. Voilà. Donc on est sur des tensions, on est sur des risques géostratégiques exacerbés. On s'est beaucoup battu au XXe siècle pour l'accès au pétrole lorsque celui-ci était abondant.
qu'est-ce qui peut bien se passer d'heureux si on ne sort pas du pétrole avant que, voilà, c'est comme une petite amie, le pétrole, il vaut mieux la quitter avant qu'elle vous quitte. Il y a à la fois, donc je vous invite à nouveau à aller regarder le travail qu'on a fait pour le ministère des Armées, le Shift Project là-dessus. Il y a à la fois la pérennité des approvisionnements de l'Europe, mais il y a aussi l'équilibre géostratégique global de nos amis algériens et de nos amis russes. La Russie, pour compenser le déclin de sa production existante, le projet qu'ils voulaient faire, c'était développer un projet from scratch énorme dans la péninsule de Taïmyr. Ils voulaient y implanter avant-guerre, ils avaient commencé d'ailleurs à lever de l'argent pour faire ça, 15 villes pour y installer 400 000 travailleurs. C'était leur seule chance d'arriver à compenser le déclin de la production existante. Les Russes n'ont jamais réussi à développer quoi que ce soit dans ces régions-là sans faire appel à de la main-d'œuvre forcée. J'ai vu passer dans le Canard enchaîné une dépêche du renseignement militaire français qui dit qu'une centaine de milliers de Nord-Coréens sont actuellement dans le Donbass pour réparer des trucs et des machins. Voilà. Les enjeux de déplétion pétrolier sont une voiture balai de la transition énergétique. Il y a deux excellentes raisons. Il y a le climat, c'en est une. Et deux, il y a le fait que nous, Européens, on est tributaires de producteurs qui sont inexorablement en déclin. Voilà. Et puis notre siècle, qui est censé être celui de la sortie du pétrole, aura commencé par une guerre pour le pétrole en Irak en 2003. Donc, il n'y a pas des raisons purement de tarification ou de politique économique, il y a des raisons géostratégiques. Je crois que là, aujourd'hui, on devrait s'en rendre compte enfin, qui justifie pour l'Europe et pour l'union de l'Europe, pour la préservation de l'Europe, de faire preuve de cohérence et d'audace. Merci beaucoup, M. Brasebois. Oui, merci. Moi, je vais répondre à deux questions. La première, monsieur, vous avez posé en lisant les Échos. En fait, les 3 points que vous avez cités sont corrects, cités par les Échos. C'est 3 rustines pour permettre au système de fonctionner. Le CFD, le contrat pour différence bidirectionnelle. Pourquoi bidirectionnel? Parce qu'il peut être unidirectionnel, c'est-à-dire que vous pouvez par exemple dire si le prix du marché ne suffit pas à couvrir vos coûts, on vous verse la différence. S'il est au-dessus, vous gardez. Ça existait comme ça avant. Alors, on a dit non. S'il est au-dessus, vous ne pouvez pas avoir le beurre et l'argent du beurre, donc vous remboursez la différence. C'est pour ça qu'on les appelle des contrats pour différence bidirectionnels. Donc, c'est bien exact. Hein. Mais c'est une rustine, encore une fois, pour sauver un peu le système. Le deuxième point, pour les ménages, un prix réglementé. Bon, pendant longtemps, la Commission européenne considérait que le point important, c'est la concurrence pour les industriels. Le secteur domestique, à la limite, c'est secondaire. Si vous voulez maintenir des prix réglementés, vous pouvez. Ceci étant, on a quand même mis des contraintes très fortes parce que le TRV français, il est soumis à la règle de la contestabilité. Alors, c'est un système absolument fantastique. La contestabilité, ça consiste à dire, comme les concurrents d'EDF ne sont pas compétitifs, eh bien, on va en quelque sorte mettre un handicap à EDF pour permettre que les concurrents deviennent compétitifs. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On dit, quand on construit le TRV, on applique la même proportion que pour les offres de marché des concurrents, c'est-à-dire que EDF a un parc, on va dire, à 70% nucléaire, donc il devrait y avoir 70% de nucléaire dans le TRV français. Ah ben pas du tout, parce que les concurrents d'EDF, ils n'ont pas le droit à 70% d'ARENH, ils ont le droit aujourd'hui à 45% d'ARENH. Donc les 45%, on va les appliquer au TRV. Donc dans le TRV français, vous n'avez le droit qu'à 45% de nucléaire et soit 55% au prix de marché. Donc, si vous voulez, en quelque sorte, on aligne le TRV sur la structure des concurrents d'EDF. Hein. C'est-à-dire, si vous voulez, vous n'êtes pas assez compétitif, eh ben, on va flinguer l'opérateur historique pour que les alternatives soient compétitifs. Alors, pour les consommateurs, petits consommateurs à prix fixe, oui, en fait, les alternatives, comme EDF, d'ailleurs, ont le choix entre 3 solutions. Soit vous avez un contrat, je dirais, qui suit pour les alternatifs le TRV. Les alternatifs peuvent proposer un prix à leurs clients qui suit le TRV. En général, ils proposent soit à prix fixe, mais alors à ce moment-là, il y a un problème parce qu'ils se couvrent sur les marchés de gros. Le problème, c'est que s'ils ont signé un contrat à prix fixe en 2020, pendant 2 ans, parce qu'en général, c'est 2 ans ou 3 ans, à un prix, mettons, de 100 € le mégawattheure. Comme en 2022, c'est monté à 300, ils ont signé pour 100, ils sont obligés d'acheter à 300. Donc, ils ont un problème. C'est la raison pour laquelle, à la fin de 2002, ils ont dit, nous, on ne renégocie pas le contrat à prix fixe. Soit on aligne, c'est la 3e solution,
votre contrat sur le prix du marché de gros, donc il est indexé sur le prix du marché de gros, soit vous retournez chez EDF, soit on vous fait un prix qui est 3 fois ou 4 fois le prix que vous aviez, ce qui explique que les boulangers se sont retrouvés avec des prix multipliés par 4 ou 5. Donc si vous voulez, c'est bien, je dirais, il faut voir qu'on a vanté les mérites de la concurrence, mais le nombre d'exceptions au principe de la concurrence est énorme, à commencer par les renouvelables. La première grande exception qu'on a faite au principe de la concurrence, c'est qu'on a dit les renouvelables, elles ne sont pas compétitives sur le marché gros. Ben, on va les rendre compétitives. C'est-à-dire qu'en fait, elles sont rémunérées hors marché, c'est les feed-in tarifs, on l'a cité tout à l'heure. Ou les contrats en complément de rémunération, c'est des CFD, c'est la même chose. Bon, l'autre exception, c'était l'AREN. Puisque les concurrents d'EDF ne sont pas compétitifs avec EDF, ben c'est simple. Pourquoi ils ne sont pas compétitifs? Parce qu'EDF a un atout maître, c'est le nucléaire amorti. Ah bah oui, mais les concurrents, ils n'ont pas de nucléaire. Ben on va dire à EDF, vous vendez 25%, à l'époque c'est 100 TWh, c'était 25% des 400 ou 410 TWh que produit EDF, 25% à un prix coûtant. Alors à l'époque, ça avait été calculé en disant 42, mais la loi NOM de 2010 dit bien que les 42 doivent suivre l'inflation et les coûts supplémentaires. Ça n'a jamais été fait. Pourquoi? Parce que le décret d'application de la loi NOM de 2010 n'est jamais sorti. Pourquoi il n'est pas sorti? Parce qu'il a été contesté par la Commission européenne. Parce qu'à l'époque, il y avait un débat entre la France et la Commission européenne sur notamment la mise aux enchères des concessions hydrauliques. Donc tout ça a bloqué, fait que l'AREN est restée à 42 €, alors que le coût a bien augmenté, si vous voulez. Donc la Creux l'a dit, je dirais, tout le monde l'a dit, on est très, très en dessous. Donc si vous voulez, c'est bien correct ce que dit les Échos. Alors juste sur le point, sur la deuxième question sur l'Allemagne, je crois que sur le plan historique, il faut comprendre que l'Allemagne a toujours cherché à sauver son industrie. Et dans l'ouverture à la concurrence, l'Allemagne a observé que cette ouverture à la concurrence s'est faite à un moment où EDF avait un atout maître, encore une fois, ce nucléaire historique amorti. EDF a pris des participations dans Energie Baden-Württemberg, le tiers. Bon, elle les a revendues ensuite. EDF a pris des participations dans Edison, a pris des participations en Angleterre, elle les a gardées, mais en Allemagne, elle les a revendues. Et les Allemands n'ont eu de cesse de remettre en cause cet avantage de l'industrie française. Parce qu'une industrie française qui a accès à un prix de l'électricité plus bas que les Allemands, ce n'était pas supportable. Donc toute la stratégie allemande, ça a toujours été et de flinguer EDF et de faire en sorte bien que l'atout dont bénéficiait l'industrie française, c'est-à-dire un prix d'accès à l'électricité plus bas, que cet atout, je dirais, soit à terme supprimé. Je dirais paradoxalement, ce n'est pas paradoxal, ils y sont parvenus, puisque aujourd'hui, on voit bien que le système fait que, à la fois, la situation financière d'EDF n'est pas très bonne, et puis l'avantage compétitif de l'industrie française a largement été éliminé de ce point de vue. Très bien. Oui, en 2 minutes, moi pareil sur France-Allemagne, vous venez de répondre, je partage, c'est que l'Allemagne bloque toute réforme du marché européen ou sortie, puisqu'ils ont un avantage comparatif à ce qu'on reste dans ce système. D'ailleurs, une des questions pour sauver le système, c'est des contrats à long terme, mais ce n'est pas du tout de sortir de l'avantage comparatif et de décorréler le prix du gaz de l'élec. Et donc, tant que nous resterons avec ces règles du jeu, où de toute façon il faut décider à 27, avec l'Allemagne qui, quoi qu'il arrive, lèvera la main pour dire non, nous serons bloqués. C'est pour ça que je pense que nous devrions suivre l'exemple de l'Espagne et du Portugal, je redis, non pas imiter ce qu'ils ont fait, mais s'appuyer sur leur exemple pour dire que des dérogations sont possibles, en activer et ensuite remettre à plat un certain nombre de règles du jeu. Sinon, nous n'y arriverons pas. Sur le bouclier tarifaire, vous avez entièrement raison, mais je crois qu'il faut bien l'expliquer parce que peu de gens l'ont compris en réalité. Le gouvernement, il réunit les énergéticiens. Je vais prendre le dernier exemple parce que celui-là, il est magnifique. C'est quand Bruno Le Maire a encore fait un petit déjeuner avec les énergéticiens. À chaque fois qu'il y a un problème, il fait un petit déjeuner, il leur dit « je leur ai demandé et on verra ». Bon, à chaque fois, c'est un échec. Il a fait la même chose avec les grandes entreprises pour les dividendes en pleine crise de la Covid. Il a dit « j'appelle à la modération ». L'année suivante, on a battu des records. Là, pareil, il a réuni les énergéticiens. Il dit « bon, il faut plafonner à 280 € le mégawattheure ». Mais les énergéticiens, dont Total et d'autres, ils disent « t'es gentil, mais jusqu'à présent, on est en France, il y a des contrats,
et l'État n'a rien à voir là-dessus. Ce en quoi, tant qu'il n'y a pas de loi, ils n'ont pas tort. Mais au bout du bout, ce qu'on ne dit pas, c'est que la réalité, c'est que on les a indemnisés pour faire les boucliers tarifaires. Et ça, des milliards d'euros. Et pour les 4% et pour les 15% à venir. Et d'ailleurs, quand on demande la note, personne ne veut nous la donner. Et sachez que même les parlementaires que nous sommes n'ont pas accès aux données. Mais ça se chiffre à plusieurs milliards d'euros. Donc, d'un côté, quand vous êtes usager, ou plutôt maintenant client des énergéticiens, vous payez plus cher. Et en plus, en tant que contribuable, vous remettez la main dans le portefeuille pour aller indemniser votre énergéticien qui a fait la culbute x3, x4, x5, x10 ou x15. Et je crois que ça, je l'avais dit une fois sur un plateau de télévision, si les gens savaient ça, ça serait la révolution. Ça serait la révolution. Parce qu'en plus, si par exemple, le boulanger qui voit sa facture monter, il sachait qu'en plus, il savait que quand il payait Total, mais en plus qu'il avait indemnisé Total pour lui mettre la facture à ce niveau-là, je pense que beaucoup pousseraient le gouvernement à avoir à avoir la solution 7 de M. Percebois. J'en suis à peu près assez certain. Dernière chose, sur les tarifs réglementés, vous avez raison, le prix de la question de la contestabilité, c'est-à-dire donc pour organiser la concurrence, il faut que les acteurs alternatifs puissent proposer des tarifs au même niveau que les tarifs réglementés, mais ça a un lien extrêmement fort avec l'AREN. Il faut en une minute. Vous êtes un acteur alternatif, vous demandez de l'AREN. C'est à la CRE, la Commission de régulation de l'énergie qui vient d'être citée. La CRE vous dit, bon, vous avez X clients, c'est très compliqué. Le calcul AREN se fait sur juillet-août, les week-ends. Bon, bref, je passe tout ça parce que sinon, on va perdre tout le monde. Bon, il vous en donne, vous en vouliez, on va dire une bêtise, 10, et on vous en donne 7 parce qu'il faut répartir à tout le monde. Donc, la différence entre 10 et 7, c'est 3. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle l'écrêtement. Et donc, plus il est haut, bah, plus en fait, la CRE propose au gouvernement d'augmenter les tarifs réglementés, puisque c'est 3 TWh, hein, je prends un chiffre pour qu'on arrive à se comprendre, vous allez vous le fournir sur le marché libre, et donc ça va vous coûter plus cher que l'AREN à 42 €. Et donc, voilà. Et donc ça, en réalité, donc, plus il y a de concurrence, plus il y a de demande, plus le tarif réglementé augmente. Vous voyez que c'est le serpent qui se mord la queue. Là, pareil, c'est extrêmement compliqué de faire comprendre ça. Mais l'an dernier, juste pour vous donner un exemple, et c'est une des questions qui m'amène à dire qu'il y a eu beaucoup d'abus. Les opérateurs, en début d'année, ont dit on demande 160 TWh d'AREN. Ils en avaient 100. Ils en ont eu 20 supplémentaires en février. Mais à l'arrivée, ils n'en ont pas fait 100, ils n'en ont pas utilisé 160 pour leurs clients. Ils en ont utilisé 132. La différence entre 160 et 132, c'est 28 TWh. Ce n'est pas une petite question. Même s'il y a eu un peu de sobriété énergétique vers la fin, on est loin du compte. Sauf que le tarif réglementé, lui, il n'a pas été calculé sur le réalisé. Il a été calculé sur le demandé. Et donc, il a été calculé sur la prévision des 160 TWh. Et donc, le tarif réglementé, il a augmenté en conséquence. Alors, évidemment, c'est un peu plus complexe que ça, puisque le bouclier tarifaire s'est appliqué. Mais ça, c'est 8 à 10 milliards d'euros d'argent public qui a été gaspillé, en plus de tout ce que je vous ai dit là. Et donc, à un moment donné, il va bien falloir qu'on remette des règles pour qu'on arrive à aller les récupérer. Alors, il existe, évidemment, le CP1, le CP2, tout ça, pour vous dire, ça, c'est toutes les règles que la CRE, mais même la CRE et Mme Wargon, hein, qui en est la présidente, et pour dire, elle n'est pas de ma sensibilité politique, mais contrairement à Karenko, qui n'en foutait pas une, il faut dire que Mme Wargon fait des choses et bouge sur au moins ces questions-là, mais c'est beaucoup d'argent public qui ont été gaspillés l'an dernier et sur notre dos. Voilà, c'est les quelques éléments. Je voudrais juste ajouter
Je voudrais juste ajouter deux petits points. Le premier qui est important, il faut toujours avoir en tête, c'est que l'AREN, au départ, a été mise en place pour permettre aux alternatives d'investir, ce qu'ils n'ont jamais fait, à l'exception, il faut le reconnaître, de Total et Engie. Bon, mais les autres, ils n'ont pas investi et en fait, ils sont contentés d'acheter pour revendre. Ils sont des commercialisateurs du nucléaire d'EDF. La deuxième observation, c'est puisque vous auditionnez les alternatifs, il y en a un certain nombre qui ont des stratégies tout à fait intéressantes. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils déposent leur demande d'AREN avant fin novembre de l'année T. Donc, ils récupèrent pas mal de clients, disons, à l'été. Donc, ils ont beaucoup de clients, ils demandent beaucoup d'AREN. Bon, il n'y a pas pour tout le monde, donc il y a de l'écrêtement. Puis, une fois qu'ils ont les clients, donc ils ont eu l'AREN, ils font partir certains clients en leur disant ah, vous seriez mieux chez EDF, hein, sous-entendu, ou alors nous, on vous fait des primes, alors vous n'avez pas intérêt à rester chez nous. Mais cette AREN-là, ils la revendent. Alors, jusqu'à maintenant, ça passait. Alors, la Creux, je suis d'accord avec vous, la Creux dit bon, maintenant, ça suffit. Non seulement il faut rembourser, mais si vous en demandez trop et que vous ne l'utilisez pas, il y a une stratégie, donc vous allez devoir payer une pénalité. Donc là, il faut sanctionner les gens qui ont une stratégie qui consiste à demander de l'AREN avec le seul objectif de la revendre. Jacob Endara. Merci. Je parlerai encore en anglais. Merci. I would like to respond to the comment made by the lady on the speculation on the market, the speculation on the energy market. I think to a degree, it's a problem of the market that it's almost inherent that as soon as you sell electricity, there will be futures, there will be options. So it is, in a way, one of the reasons why we say would be better to have a profound rethinking of the model rather than putting patches on the market. What we also saw regarding speculation was that in particular in the UK, also in Belgium, in several European countries, there was a huge wave of failures of energy retail suppliers especially. So I think in the UK, which has often been the country that has the most liberalized energy market, which is interesting actually that it still continues to influence the European policymaking, despite the UK not being part of the European Union anymore. I don't think that's a particularly good sign, to be honest. I believe the number there's been 27 retailers who went bust in 1 year. And that added significant amounts in addition to the already very high energy bills. So that's also the problem of trying to force liberalization. And the same happened in Belgium, in Brussels in particular, where so many retailers went bankrupt that by now, in a way, you're back at a duopoly. In Brussels, you have the choice between Total and Engie, and that's it. All the others do not offer any contracts on the Brussels market. Now, in Belgium, it's all kind of complicated because there's a division between Flanders and Walloon and Brussels market. But that's the situation. In a way, we go back to a duopoly, but a duopoly of privates, a duopoly of French privates in this case. And another point I would like to also highlight is this danger of colonial thinking. And I think that is very, very important to see and to oppose. It has been, the Maghreb region has been mentioned. There was a deal between the EU and Egypt, where Egypt would export gas in return for investment into solar energy, which effectively led to large blackouts in Egypt. We've also seen that with, let's say, renewable energy in the past. We have, this I think has changed a bit by now, but this idea of biofuels, that we will use crops to produce renewable fuels, has led to massive deforestation, especially in South America. And right now also, just last year, the German government has agreed on or RWE and the German government have signed an agreement. It's an agreement of understanding, so it's not yet a commercial agreement with the government of Namibia to produce hydrogen in Namibia and export it to Germany. And it needs to be added that Namibia has not yet achieved the electrification of the whole country. There's over a third of the population of Namibia does not have access to electricity, and that number is higher in rural areas. So for them to start producing hydrogen, which is extremely energy intensive,
only then to ship it into Germany, I think that is a terrible trend that we see, and that must be opposed. This is really pure neocolonialism. Apart from the fact that there are doubts anyways whether you can really ship hydrogen in an efficient manner, but that's a separate technical issue. So I think we're really this is definitely not going in the right direction, and that also goes a bit back to the influence of the lobby, which has been, the gas lobby has been very much pushing hydrogen as a solution for everything. And while we as trade union federation also see a role for hydrogen in some applications in industry, possibly in some transport applications, the idea that I think at the moment what's happening is that we're really over-investing into infrastructure for hydrogen, and that will lead to lock-in effects. Yeah, sorry, I'm drifting off a bit. The point I wanted to make was about the danger of the colonialism in particular. Yeah. Merci beaucoup. Et donc, Sir Arrigo, je vous laisse le mot de la fin. Muchísimas gracias. Sí, muy brevemente, quizá intentar contestar. Creo que ha habido algún planteamiento en torno al alcance de las medidas de la Comisión y si son útiles o no son útiles, a modo de resumen. Bueno, nosotros, honestamente y sin ánimo de ser maximalista, pero lo cierto es que lo que consideramos es que hay un cambio de paradigma, nos guste o no. Es decir, y el cambio de paradigma viene fundamentalmente impulsado por un dato. No, creemos que no es un debate, creemos que es un dato. El dato es que cada vez hay menos recursos fósiles disponibles y que estamos entrando en la era, o en el fin, mejor dicho, de la era del petróleo barato. Esto es un dato, esto no es una cuestión sujeta a debate. Por lo tanto, la cuestión es si abordamos o no, con audacia, el cambio de paradigma o no lo hacemos. En mi opinión, las instituciones europeas están fuera de la realidad porque no están haciéndose cargo de este cambio de paradigma que exige, y vamos tarde, que exige una adaptación y una resiliencia de nuestras comunidades que requiere de toda nuestra energía, de todo nuestro talento, de toda nuestra organización y de toda nuestra planificación. Entonces, claro, yo francamente y con honestidad digo, yo me pierdo un poco en los debates de competencia o no competencia cuando de lo que estamos hablando es de si va a haber suficiencia de recursos para sostener y mantener nuestras sociedades. Y todo apunta a que empezamos a tener serios problemas con esto. Y la Comisión está tomando decisiones que están fuera de esta realidad. Cuando plantea mantener la tasa de beneficio del oligopolio y de los lobbies de los combustibles fósiles y no se plantea verdaderamente que tenemos un problema casi existencial en relación a mantener la energía suficiente para sostener nuestras sociedades. Bueno, podemos hablar de esto, pero honestamente, yo que estoy más en la clave institucional política, creo que tenemos que abrir otro tipo de debates. No, lo que está haciendo la Comisión es un parche. La Comisión no se está adaptando a la realidad, ni la física, ni la social, ni la económica, ni la de disponibilidad de recursos. Y tenemos además indicadores que deberían alertarnos, ¿no? ¿Cómo es posible que en tiempos de crisis sigamos viendo las tasas de beneficios obscenos empresariales que seguimos viendo? En tiempos de crisis energética, las empresas energéticas, por lo menos las de mi país, siguen haciendo una cantidad de caja que es absolutamente incompatible con lo que está sucediendo. Por lo tanto, aquí lo que operan son otros elementos, ¿no? Creo que tenemos oportunidad de abrir el debate precisamente en torno a la reconfiguración o la modificación radical y estructural del mercado, de los procesos especulativos y sobre todo de la adaptación, que es otro debate interesantísimo, del modelo productivo para nuestras sociedades, porque yo creo que es una asignatura pendiente. Muchas gracias. Ah, merci beaucoup. Bon, de nombreux débats en perspective pour essayer de faire évoluer les choses. Mais moi, j'ai juste une petite, en ayant travaillé sur les services publics et en voyant les choses depuis quand même une vingtaine d'années, au moins, il peut y avoir un accord sur un constat d'un échec. Et donc, ça peut quand même peut-être permettre un peu des évolutions, même s'il y a débat sur ce que pourraient être ces évolutions.